Le train obus Brest-Moscou-Komsomolsk partait à 8h17. Le conseiller plénipotentiaire de la Fédération euro-sibérienne, Dimitri Leonidovitch Oblomov, était en retard. Il avait peu dormi et s'était réveillé au dernier moment. Pâteux. Il ne s'était jamais résolu à se faire implanter sous le cuir chevelu les nouvelles puces biotroniques qui démultipliaient l'effet du sommeil. En 1 heure, on récupérait autant qu'en 7 heures d'endormissement naturel. Tous les hauts fonctionnaires impériaux avaient eu recours à cette opération très pratique pour gagner du temps de travail et éviter de gaspiller des heures en dormant. Sauf lui, la perspective de devenir un homme bionique, comme on en rencontrait de plus en plus, l'effrayait un peu. Ces types, même pas cardiaques ni diabétiques, qui s'étaient fait greffer des cœurs ou des foies artificiels ultra performants le dégoûtaient. À 68 ans, il se portait comme un charme et, depuis la disparition des cancers et des maladies cardiovasculaires au sein de l'élite dirigeante impériale, son espérance de vie était de 105 ans. La réunion de travail au ministère de la Marine de l'État autonome de Bretagne s'était prolongée jusqu'à 2 heures du matin, avant qu'il puisse parvenir à arracher un accord à tous ces Celtes têtus comme des mules. L'électrotaxi l'attendait devant l'hôtel. Il prononça le mot « gare » devant le micro de l'ordinateur de bord, puis « vitesse élevée, arrivez à 8h10 s'il vous plaît. Je ne peux pas rater le Brest-Moscou-Komsomolsk » et inséra sa carte de paiement à puce. L'ordinateur répondit de sa voix féminine de synthèse. « Bienvenue à bord de l'électrotaxi sans pilote numéro 606 de la Brestoise de transport urbain. Votre demande est enregistrée. Vous avez 76% de chances d'arriver à l'heure, bien que la circulation soit fluide. Je vous ai débité de 8,16 €. Veuillez reprendre votre carte. » Dimitri comprenait le breton comme la plupart des cadres cultivés de la Fédération. C'était une des langues chic et snob des milieux intellectuels, comme le letton, l'occitan rénové ou le basque. La voix répétait l'information en russe, puisque la carte à puce indiquait que c'était sa langue maternelle. Le véhicule automatique démarra brutalement et, guidé par les bornes électroniques, fonça vers la gare. Effectivement, à cette heure matinale, la circulation était fluide. Juste quelques fiacres, des cyclistes, des cavaliers, un phaéton tiré par un cheval blanc musculeux. L'électrotaxi 606 fit des queues de poisson et s'arrêta devant la gare de la TKU, la Transcontinent Ultra Rapide, la société exploitant le train obus. Il pleuvait du crachin, le ciel était lourd, bas et gris, la chaleur moite. Depuis la modification climatique, la météo bretonne était devenue tropicale humide. Dimitri avait hâte de retrouver l'air glacé et le ciel bleu de Dorbisk, sa résidence, sur le détroit de Bering, à 20 000 km d'ici, à l'autre bout de l'immense fédération euro-sibérienne, la Grande Patrie. Le convoi démarra silencieusement et quitta la gare souterraine. Dimitri Leonidovitch ressentit aussitôt les effets de la puissante accélération. Sur l'écran dorsal encastré au dos du siège avant, il consulta l'horaire et le trajet. Brest, Paris, Bruxelles, Francfort, Berlin, Varsovie, Kiev, Moscou, etc. jusqu'à Komsomolsk, sur le fleuve Amour, dans l'extrême-orient sibérien. Là, il prendrait la correspondance par un vol direct vers Dorbisk, puisque la ligne du planétrain vers le détroit de Bering n'était pas achevée. Normalement, il serait chez lui cette nuit pour retrouver sa jeune épouse Olivia et fêter leurs 10 ans de mariage. Ce soir, façon de parler, à Brest, il serait à peu près 15 heures, mais à Dorbisk, avec le décalage horaire, près de 2 heures du matin. Tout cela grâce au planétrain. Selon son appellation officielle, ou train planétaire, cette invention révolutionnaire avait bouleversé l'économie des transports peu après 2040. Le brevet était antédéluvien, déposé par la société américaine, aujourd'hui disparue, Westinghouse, en 1975. Le principe, dans un tunnel enterré à quelques mètres sous terre, un train, ou plutôt un tube semi-articulé de 150 mètres de long à lévitation magnétique et à propulsion électrique linéaire, circulait sous vide. Pas de frottement, ni avec l'air ni avec le sol, d'où une vitesse théorique possible de 20 000 km/h. Sur courte distance, le train obus ne pouvait aller à pleine vitesse à cause des problèmes d'accélération-décélération. 1300 km/h tout au plus. Mais sur longue distance, il avoisinait les 20 000 km/h. C'est ainsi que Brest-Paris, 480 km, était parcouru moins rapidement que Moscou-Irkoutsk, 7000 km, où le convoi atteignait 17 000 km/h en vitesse de pointe. Il est vrai seulement sur de courtes portions de la ligne. En tout, le voyage en planétrain de l'Atlantique au Pacifique prendrait un peu plus de 3 heures. Après le traumatisme de la grande catastrophe de 2014-2016,
la renaissance de 2030 et la construction de la Fédération eurosibérienne, baptisée l'Empire de l'Aigle bicéphale, parce qu'il scellait, au terme du pacte de Prague signé en 1838, la fusion de l'Union européenne et de la Russie. Le gouvernorat fédéral révolutionnaire avait décidé, dans le domaine des transports comme dans tous les autres, de rompre définitivement avec les conceptions passées, généralisation des véhicules électriques, interdiction des automobiles aux particuliers, retour aux tractions hippomobiles, prohibition des véhicules à moteur dans les communautés rurales néo-traditionnelles, abandon des routes sur le tracé desquelles avaient été construites des lignes de chemin de fer classiques rapides pour le transport des camions et des containers, ferroutage, limitation progressive des transports aériens au profit des planétrains, introduction de dirigeables cargo pour le fret, restauration du réseau de canaux, utilisation mixte des énergies nucléaires et éoliennes pour les transporteurs maritimes, etc. Ces bouleversements, cette rupture avec le passé imposée à partir des années 40 par le gouvernorat, avaient été rendus possibles parce qu'on repartait de zéro. Détruites ou rendues inutilisables par la grande catastrophe, les économies et les infrastructures avaient pu être reconstruites sur d'autres fondements. La construction du planétrain, comme d'autres grands travaux continentaux, avait permis entre 2040 et aujourd'hui, 2073, de relancer une nouvelle économie technoscientifique. Certes, elle n'était plus, comme autrefois, au XXe siècle, destinée à toutes les zones de la Terre, ni à tous les humains. 10% seulement de l'humanité en bénéficiait, en général regroupée dans les villes, beaucoup moins étendue et peuplée qu'autrefois. Dans la Fédération, 20% de la population vivait dans une économie industrielle technoscientifique, ce qui avait permis de repeupler les zones rurales désertées et résolu le problème de population et de gaspillage énergétique. La planète pouvait souffler un peu. La plus grande ville de la Fédération, Berlin, ne comptait plus que 2 millions d'habitants. Mais malgré tout, il était trop tard pour arrêter le réchauffement de l'atmosphère. L'effet de serre et la montée des océans, conséquence des émissions toxiques massives du XXe siècle, l'innovation scientifique était très dynamique, bien qu'elle ne reposât plus sur un énorme marché mondial et ne concernât qu'une minorité de la population, les autres étant revenus à une économie rurale, artisanale et pastorale de type médiéval. L'explication de ce dynamisme, le volume global de l'investissement et des budgets publics et privés, n'avait plus à se préoccuper des besoins de toute nature de 80% de la population vivant dans des communautés néo-traditionnelles, selon un système socio-économique archaïque qui se débrouillait seul et librement pour leur production et leurs échanges. Ainsi, à partir de 2040 environ, l'innovation technoscientifique put redémarrer à partir de son niveau de 2014, mais dans certains domaines seulement. Transport, informatique, génétique, énergie, spatiale, etc. Dans tous les autres secteurs, étant donné l'étroitesse du marché, les produits technologiques étaient rustiques. Une économie à 2 vitesses, en somme. Cette ligne avait été creusée entre 2040 et 2073, toutes en correspondance. Le Brest-Moscou-Dorbisk, le Rome-Édimbourg, le Lisbonne-Oslo, le Saint-Pétersbourg-Athènes. D'autres étaient en construction, comme Helsinki-Vladivostok. En dehors de l'Empire, seule la Chine, Pékin-Shanghai, et l'Inde, New Delhi-Bombay, avaient acheté le planétrain, coproduit par la firme Typhoon et Eurospace. L'Amérique, qui ne s'était jamais vraiment relevée de la grande catastrophe et était presque entièrement retournée à une économie pastorale, ne pouvait se le payer. D'ailleurs, là-bas, les liaisons à grande distance ne concernaient que très peu de monde. À peine 8% de la population vivait dans un système d'économie technoscientifique, principalement sur la côte pacifique et autour de Chicago. Même les liaisons aériennes étaient rares, assurées la plupart du temps par des dirigeables, après la grande catastrophe et les conséquences désastreuses de l'effet de serre, car la phobie de l'avion à réaction s'était installée. Il était loin, le temps des arrière-grands-parents, où l'on rêvait de jets supersoniques. La vitesse s'affichait sur l'écran encastré devant lui. 1670 km/h. Sur une carte schématisée, un point lumineux indiquait la position du convoi souterrain. Dans 10 minutes, on arriverait à Paris-Montparnasse. Paris, une ville qui avait dû être magnifique au XXe siècle, songea-t-il. Il en conservait peu de souvenirs. Il n'avait que 10 ans quand sa famille, en 2016, avait fui la ville en proie à l'anarchie et à la famine pour retourner en Russie. Mais la plupart de ses monuments avaient été détruits, incendiés, ses musées et ses trésors pillés pendant la guerre civile qui avait précédé la grande catastrophe. Aujourd'hui, l'État autonome d'Île-de-France entreprenait des restaurations, des reconstructions, mais Paris ne retrouverait plus jamais son éclat d'antan.
Pour savoir à quoi avait ressemblé la Joconde, la Sainte-Chapelle, la Tour Eiffel ou le Louvre, il ne restait plus que la navigation sur les sites informatiques virtuels en 3D simili-relief. Dimitri Leonidovitch soupira à ces désagréables évocations et sortit l'ordinateur personnel multifonction de sa serviette en authentique fourrure de loup, armoriée de l'aigle bicéphale, sur champ à damier de gueules et d'argent, comme en possédait chaque haut fonctionnaire impérial. Il ouvrit le petit objet qui servait pratiquement à tous les usages, déploya l'écran sur le clavier. Instantanément, sa secrétaire virtuelle, Vega, apparut en 3D. Sur son ordinateur quantique, il avait programmé la collaboratrice idéale, l'antithèse de l'horrible Madame Grou, la secrétaire bien réelle de son service, à Bruxelles, au gouvernorat impérial, une grosse mégère acariâtre et repoussante. Vega la virtuelle avait des mensurations de rêve, apparaissait toujours en tenue légère, se permettait parfois des remarques délicatement érotiques, connaissait toute sa vie et intellectuellement avait les mêmes références que lui. Vega, du nom d'une des plus brillantes étoiles du ciel sibérien, était sa femme fantasmée. Il l'avait construite ainsi, en cachette, et en avait toujours dissimulé l'existence à Olivia, sa vraie femme. Faute du code, cette dernière n'avait pas accès au programme de cet extraordinaire ordinateur quantique GPT, gigapuissance de traitement, produit par l'incontournable firme Typhoon et exclusivement réservé à la nouvelle aristocratie des cadres supérieurs et hauts fonctionnaires civils et militaires de la Fédération. Le GPT faisait aussi office de téléphone portable, de fax, de terminal multifonction relié à Euronet et était connecté par satellite à toute la planète, même dans les tunnels ferroviaires. Pour éviter que ses voisins n'entendent, le planétrain avançant dans le vide et en sustentation magnétique, le silence était donc total dans la cabine. Il mit les écouteurs puis alluma la machine et tapa « Vega ». Quelques paroles de la secrétaire virtuelle. « Je me suis mise en tenue de soirée. C'est noir et vaporeux. Je vous plais, maître ?» Brune, pulpeuse, mince mais aux formes généreuses, au nez mutin, au regard de braise très soigneusement façonné par Dimitri grâce à un logiciel PICE, personnel virtuel de service, elle se contorsionnait sur le petit écran en 3D. Il répondit à voix basse. « C'est parfait, Vega. Je suis actuellement dans le train au but et je reviens de la réunion d'arbitrage de Brest. Je vais passer 15 jours de vacances chez moi, en Sibérie orientale avant de revenir à Bruxelles. » La jolie fille sourit en se lissant les hanches du plat des mains. « Maître, je vous suggère de déconnecter le petit écran de votre ordinateur GPT et de vous brancher sur l'écran du siège en face de vous. Comme ça, vous me verrez en grand format. » Dimitri n'y avait pas pensé. Il déroula un minuscule fil qu'il brancha sur l'écran encastré dans le siège. Instantanément, l'image de la simili-jeune fille réapparut en plus grande dimension. Elle poursuivit. « Je vous rappelle que c'est votre anniversaire de mariage. Vous devriez offrir un cadeau à votre femme. » C'est fait. Il lui avait rapporté de l'État autonome de Bretagne un bijou celte en argent massif, une croix entourée d'une roue solaire chargée de motifs à entrelacs. Au mi-temps des branches était encastré un gros rubis. Il avait trouvé le bijou sur le marché artisanal d'une communauté rurale à Landeda, près de Brest. « J'ai débranché mon numéro de téléphone privé. Quels appels reçus? Vous avez 2 messages. Vous voulez les écouter ?» Dans le premier, Olivia affirmait qu'elle l'attendrait au port des dirigeables à Dorbisk. Le second message provenait de son ami Hans Gudrun, gouverneur de l'État de Bavière et membre du directorat central de la Fédération, l'instance qui, face au gouvernorat impérial, représentait les régions autonomes. Les Bavarois l'avaient appelé par vidéophone. Une icône se forma en haut à gauche de l'écran et le visage souriant et rubicond du gouverneur, coiffé d'un chapeau vert à plumes, apparut. « J'espère que tu as pu résoudre les problèmes de ces entêtés de Bretons et défendre le point de vue de la Bavière. Prépare-toi à une négociation beaucoup plus dure dès la fin de tes vacances. La Bavière n'est pas d'accord avec le projet fédéral de centrale solaire à haute énergie. J'espère que tu seras sensible à notre point de vue, mon ami. Mes amitiés à Olivia et à tes enfants. Je vous ai réservé une place d'honneur à la Bierfest de Munich en septembre. Tchuss !» Il le rappellerait plus tard. Gudrun était bien gentil, mais il n'avait pas à faire pression sur lui comme ça, en prétextant de leur amitié. « Tu as d'autres nouvelles, Vega ?»« Oui, maître. Le dernier bulletin d'Ekis comporte des informations susceptibles de vous intéresser. » L'Ekis, Eurocontinent Information Service, était un réseau d'informations uniquement destiné aux dirigeants et cadres de la Fédération. Le système des médias, ouvert à tous, au cours du XXe siècle, avait entièrement disparu, car, pensait-on, il aboutissait paradoxalement à la désinformation, à la désagrégation de l'esprit public et créait des paniques. Vega avait sélectionné à l'aide de mots-clés les nouvelles intéressant Dimitri. « Je t'écoute ». L'image de la secrétaire virtuelle rapetissa soudainement et s'immobilisa dans une icône.
tandis qu'à l'écran, une voix off commentait des images. Plusieurs informations avaient été choisies par Vega, en fonction des centres d'intérêt programmés du conseiller. Dimitri se fit attentif tout en attachant sa ceinture. Le convoi décélérait fortement avant d'entrer dans la gare souterraine de Paris. Manifestation devant Saint-Pierre de Rome pour le retour du pape. Défilait une foule portant des pancartes devant Saint-Pierre recouvert d'échafaudages. La République romaine reconstruisait le dôme détruit au cours de la guerre contre les musulmans. La voix off poursuivit. On sait que depuis l'assassinat du dernier pape, Jean-Marie Ier, en 2007, aucun pape n'a pu être élu depuis la grande catastrophe et que le Saint-Office dirige collégialement l'Église. Après le schisme de 2020 et l'élection des papes, Pie XIII et Pie XIV, et aujourd'hui Pie XV, qui siègent en Avignon par l'Église traditionnaliste déclarée impie, celle-ci exige le retour de son pape à Rome, au Vatican. Le Saint-Office refuse, d'où cette manifestation des traditionnalistes, dont certains sont venus en carriole de Pologne après 3 longs mois de trajet. Aucun affrontement n'est à déplorer. Le Sénat de la République romaine, conformément au Concordat de 2022, soutient le Saint-Office et s'oppose au retour des papes, en accord avec le père Diaz Fernandez, supérieur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Un communiqué du gouvernement impérial précise que, conformément au principe de neutralité religieuse, il est indifférent à ce conflit puisqu'il concerne une religion autorisée dans la fédération, le christianisme. En outre, les représentants druidiques de la grande confrérie de Cernunnos, réunis en conclave à Londres, qui fédèrent les cultes païens celtiques, ont publié une déclaration appelant les catholiques traditionnalistes à les rejoindre. Le gouvernorat impérial et le comité central du parti rappellent à tous les cadres civils et militaires qu'ils doivent se tenir à l'écart de ces querelles et observer une stricte neutralité. Les manifestations devant le Vatican disparurent à l'écran pour laisser place à l'image d'un cavalier en armure venu de Pologne, agitant un grand drapeau blanc, frappé du monogramme du Christ et acclamé par la foule. Une autre scène le remplaça après un bip. On vit dans un hangar un engin bizarre muni d'énormes panneaux solaires, gros comme un wagon et entouré d'ingénieurs affairés. La voix off. Il s'agit du CPI, le croiseur à propulsion ionique mis au point par la firme Typhoon et Euromotor, à partir d'une technologie oubliée puis retrouvée datant de 1995. Plus performant que les véhicules spatiaux à propulsion classique, il permet de rejoindre notre base martienne en 2 mois au lieu de 9. Grâce à une accélération lente à partir de l'orbite lunaire. Son carburant est le xénon, un gaz rare électrisé, facilement stockable, qui projette un fluidion à haute énergie. Cette séquence a été filmée à l'usine de montage de Toulouse, en République occitane. Suivait une autre scène. Une énorme fusée, frappée du damier de gueule et d'argent, décollait dans un feu d'artifice de lueur et de fumée. La voix off. Hier, à 2h45 GMT, le premier CPI, emportant 5 astronautes, a été mis en orbite lunaire par une fusée Léonidas, à partir de notre plateforme flottante de lancement équatorial amarrée au centre de l'Atlantique. Le véhicule spatial révolutionnaire atteindra notre base martienne dans 60 jours. Nous avons désormais une longueur d'avance et un avantage décisif sur les Chinois pour la conquête de Mars. L'image de la fusée, dont le panache blanc se perdait au-dessus des nuages, fut remplacée par celle d'une fête colorée. Hommes torse nu, jeunes filles dansant en costume chamarré, carcasses de bœuf rôtissant au-dessus de lits de braise, une foule paysanne en transe, tout cela au cœur d'une immense clairière. La caméra balaya le paysage. Au loin, sur des crêtes, des villes de maisons blanches serrées les unes contre les autres. La voix off commenta. C'est la fête du solstice d'été dans la République de Lacédémone, qui englobe le Péloponnèse. Depuis 2030, cette coutume ancestrale a connu une impressionnante renaissance. Elle est le temps fort de beaucoup de communautés rurales de la Fédération. La nuit du 21 juin, la plus courte de l'année, un immense bûcher est allumé. Image d'un brasier. Pendant 3 jours, les agapes géantes vont se succéder. Des paysans, des marins, des artisans et même des ingénieurs et fonctionnaires impériaux viennent des 4 coins de l'Empire pour assister à cette fête populaire qui remonte à la nuit des temps et qui se tient près de l'ancienne cité de Sparte. Suivaient les interviews d'un éleveur de moutons provençal qui, à cheval, avait mis 40 jours pour arriver à Sparte. Mes moutons sont bien gardés contre les loups. J'ai 3 filles et 2 chiens de guerre. Et d'un cosmonaute suédois odiniste, arrivé avec sa femme et ses 6 enfants, par le train obus, Nord-Europe Athènes et un mini-dirigeable taxi de location. On loge chez l'habitant, c'est rustique. On se lave à l'eau de pluie, mais c'est plus confortable finalement que sur la base lunaire. Le commentateur, de toute évidence un membre du parti, conclut le reportage.
Il faut rappeler au cadre de la Fédération que le solstice de Sparte est entièrement autofinancé. Le planétrain s'immobilisa dans la gare souterraine de Berlin. Dimitri n'avait pas vu le temps passer et ne s'était même pas aperçu des arrêts à Paris, Bruxelles et Francfort. Machinalement, au cours des accélérations-décélérations, il avait bouclé et débouclé sa ceinture. Une ribambelle d'enfants envahit le compartiment en hurlant et chahutant. Vu leurs uniformes, c'était un groupe de scouts, des Aiglons, la plus jeune section de l'organisation de jeunesse fédérale. Ils étaient surexcités de monter pour la première fois de leur vie dans le train obus. Sans doute allaient-ils participer à un camp d'été dans les forêts de l'Oural ou de Sibérie. C'était la grande mode. Le sac à dos d'un gamin heurta le visage de Dimitri. La cheftaine, une valkyrie sculpturale, se confondit en excuses. Elle avait repéré le prestige uniforme du conseiller plénipotentiaire. Elle poussa une série de hurlements en allemand et tous les gosses, brusquement silencieux, s'agglutinèrent à leur place. Depuis la Renaissance de 2030, après l'hiver démographique et la dépopulation de la grande catastrophe, la natalité avait repris, comme le réveil d'un inconscient biologique collectif. Les enfants pullulaient. Il fallait rattraper les pertes. 18% des naissances, dans l'élite, étaient cependant assurées par l'ingénierie génétique, gestation en incubateur, sans grossesse pour les femmes, avec amélioration programmée du génome. Mais cette technique était rigoureusement prohibée dans les communautés néo-traditionnelles et, ailleurs, soumise à l'approbation du comité eugénique impérial. Les enfants issus de cette procréation artificielle étaient souvent consacrés pupilles de l'Empire et placés dans des centres d'éducation qui les transformaient en cadres ultra-performants. La Chine, le grand rival de la Fédération, avait aussi adopté cette politique. En matière d'eugénisme, elle détenait même une certaine avance. Décélération. C'était l'arrêt de Varsovie. Une jeune fille à la peau sombre d'une grande beauté, aux longs cheveux noirs de jais cascadant sur ses épaules, vêtue d'un sari violet, s'immobilisa devant la place libre, à côté de celle de Dimitri. « Je n'ai pas réservé, mais je peux m'asseoir ici ?» demanda-t-elle en anglais, désignant la place vide à côté du Sibérien. « Mais je vous en prie, mademoiselle. » Son rythme cardiaque s'accéléra légèrement. Il émanait d'elle la fragrance d'un parfum sucré. Comme il était de coutume, l'étrangère se présenta avec un sourire ravageur. « Je suis Nafissa Gordjab, la fille du Maharaja de Gopal, ministre des Affaires étrangères de l'Empire des Indes. Je termine un voyage d'études de 2 mois dans la Fédération euro-sibérienne. » Dimitri se présenta à son tour et précisa ses fonctions. « Je suis conseiller plénipotentiaire auprès du tribunal inter-État de Saint-Pétersbourg auquel je rends compte. Mon rôle est de résoudre les litiges internes entre les États de la Fédération. Je dépends aussi du gouvernorat impérial de Bruxelles, où sont mes bureaux. Je reviens d'une réunion qui s'est tenue dans un de nos États, la Bretagne, et je vais retrouver ma famille pour 10 jours de vacances dans mon pays natal, à Dorbisk, en Sibérie orientale, au bord du détroit de Bering. » La jeune indienne se taisait, observant son uniforme en souriant. « Vous êtes un homme important alors, et certainement très savant ?» Dimitri ne sut quoi répondre. La jeune aristocrate l'impressionnait et il se sentit rougir. Il dit « J'ai une fille de votre âge, Lysia. Elle vous ressemble, en blonde, aussi séduisante que vous. Elle fait des études d'histoire, mais quant à savoir si je suis un homme important, c'est une autre histoire. Je sers la grande patrie et je la parcours en tous sens pour maintenir l'unité. » Elle ne répondit pas, baissa les yeux et sortit de son sac, en peau de tigre, un petit magnétophone. « Monsieur le conseiller, dans l'Empire des Indes, on nous apprend mal l'histoire du monde. On dirait qu'ils veulent tout cacher. Même mon père ne me dit rien. Que s'est-il passé depuis la fin du XXe siècle? Chez moi, on parle de grande rupture. » Elle parlait à voix basse, le regardant fixement de ses grands yeux noirs. Dimitri ne pouvait rien refuser à la fille du ministre des Affaires étrangères de l'Empire des Indes en voyage d'études dans la Fédération, impératif diplomatique. Et puis, elle était si jolie, il décida de lui faire un cours d'histoire. L'accélération les plaquait sur leur siège. Sur l'écran dorsal, la vitesse s'affichait, 7800 km/h. Soudain, prochain arrêt, Kiev, dans 15 minutes. Suivait la liste des correspondances en dirigeable pour une dizaine de villes d'Ukraine. « Le monde que vous connaissez aujourd'hui, commença Dimitri, n'a plus grand-chose à voir avec celui du XXe siècle. La civilisation, progressivement devenue mondiale, des XVIe, XXe siècles, que des imbéciles réactionnaires et passéistes continuent d'appeler l'âge d'or ou les 500 glorieuses, et qu'ils veulent restaurer, était fondée sur l'utopie, et s'est terminée dans une impasse, dans un effondrement monstrueux, conformément aux prédictions des scientifiques de la fin du XXe siècle, que les gouvernements n'écoutaient pas. Cette civilisation, ce système politico-économique mondial, allait brutalement sombrer dans le chaos.
du fait de la convergence dramatique de désastres de toute nature qui se sont démultipliés selon la théorie du chaos ou des catastrophes de deux mathématiciens du XXe siècle, René Thom et Prigogine. Comment c'est arrivé? Vous vous en souvenez? J'avais 10 ans quand tout a commencé. L'explosion se produisit d'un coup, sans prévenir, en 2014. Il est vrai que vous êtes si jeune. Il plongea avec insistance ses yeux dans ceux de cette beauté indienne de 20 ans et son regard s'attarda ensuite, presque involontairement, sur les seins qui gonflaient son sari. « Répondez à ma question, monsieur le conseiller, et cessez de me lorgner, c'est inconvenant. Je vous rappelle que dans l'Empire des Indes, les relations amoureuses interethniques sont sévèrement réprimées, même si elles se passent à l'étranger. » Elle parlait calmement, en souriant. Il rougit, s'éclaircit la voix. Telle n'était pas mon intention. Bon, je vous réponds. Tout d'abord, cette théorie du chaos. Tout système, qu'il s'agisse d'une civilisation, d'un véhicule en mouvement, d'une goutte d'eau plaquée sur l'aile d'un avion, d'un état climatique, d'une relation humaine, d'un organisme vivant, etc., est un équilibre qui est le fruit de relations croisées complexes. Un seul paramètre change et d'un coup, le système bascule dans le déséquilibre. La civilisation s'effondre, la goutte d'eau tombe de l'aile de l'avion, un orage éclate, un couple divorce, une maladie se déclare, le système disparaît, c'est la catastrophe. Et après un temps de latence et de recomposition, c'est le chaos. Un nouveau système se recrée, fondé sur des interactions différentes. C'est exactement ce qui est arrivé à la civilisation mondiale finissante du XXe siècle. C'est une bulle trop grosse pour ne pas éclater. Je crois que j'ai compris. Mais comment tout a commencé? Ça m'intéresse. Je suis aussi étudiante en dramaturgie traditionnelle et j'aimerais écrire une pièce de théâtre pour cette mystérieuse grande catastrophe. Comment ça? Dit-il étonné. Mais en Inde, à l'école, on ne vous a donc rien enseigné? Vous n'avez jamais étudié l'histoire? Non. Dans mon pays, les autorités ont décidé de garder le silence sur la question. Ils font comme si rien ne s'était passé, comme si le monde d'avant n'avait jamais existé. Sans doute pour que les gens ne soient pas tentés de revenir à l'ancienne civilisation et au modèle occidental. Et puis, nous n'avons pas de cours d'histoire. Ce mot n'existe pas. Pour nous, il n'y a pas d'histoire. Seules nos traditions ancestrales sont enseignées et la vie de nos dieux. Bien sûr, moi j'appartiens à la caste de ceux qui ont conservé le mode de vie technique et j'ai un passeport pour aller à l'étranger, mais... Dimitri était surpris par la vivacité intellectuelle de la jeune indienne. Votre théorie de la catastrophe, c'est tout simplement ce que nos poètes appellent le mécanisme de la tragédie. Je vous ai expliqué que je faisais des études de dramaturgie. Les anciens Grecs aussi disaient la même chose. Un bip, une lumière rouge clignotante. Sur l'écran, attachez vos ceintures, décélération au niveau G2. Nous arrivons à Kiev. Dimitri poursuivit. C'était donc en 2014. Russe, mes parents étaient diplomates à Paris. J'avais 10 ans et j'allais à l'école internationale dans le 16e arrondissement, près de l'ambassade. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais très mûr pour mon âge. Cette année 2014 fut vraiment l'année noire. Tout a éclaté comme un tonnerre. La tragédie, comme vous dites, s'est nouée d'un coup. Le Russe parlait d'une voix basse, perturbée par l'émotion. Manifestement, il revivait un traumatisme, et seul le charme de la belle Nafissa l'incitait à raconter. Il y a eu des signes avant-coureurs? Oui, les éléments de la tragédie ont commencé à devenir réellement perceptibles. D'après les historiens, dès la fin des années 70 du siècle dernier, puis très lisible dès les années 90. Dans la théorie du chaos ou des catastrophes de Thom et Prigogine, un seul paramètre déviant suffit à faire basculer le système. C'est l'effet papillon. Là, il y avait une dizaine de paramètres déviants convergents. Elle était suspendue à ses lèvres. « Alors, comment ça a commencé ?» murmura-t-elle. Le convoi s'immobilisa dans la gare souterraine de la capitale de l'Ukraine. Des gens descendirent, d'autres s'installèrent aux places laissées vacantes. Dimitri nota un nombre important de fonctionnaires impériaux et des militaires à l'uniforme violet foncé, aux pattes de colle frappées du requin doré, des officiers de la LH, la Légion des Hoplites, les troupes d'élite de la Fédération. Le planétrain redémarrait. Ils étaient plaqués sur leur siège. Sur l'écran leur faisant face, s'afficha plusieurs langues. Nous avançons actuellement à 14 000 km/h. Nous atteindrons Moscou dans 10 minutes. Dimitri reprit. Depuis plusieurs années, à Paris et dans bien d'autres grandes villes d'Europe, les émeutes ethniques devenaient incessantes. Aucun gouvernement n'avait réussi à juguler le chômage. À une année de légère embellie, succédait une rechute plus grave encore. Le paupérisme s'installait. On ne pouvait pratiquement plus sortir dans les rues après le coucher du soleil. Le vieillissement de la population détruisant les systèmes de sécurité sociale et de retraite
la fuite des cerveaux, l'immigration incontrôlée, tout s'additionnait. Des bandes de miséreux ou de jeunes descendants d'immigrés faisaient régner dans les villes, même dans les quartiers jusque-là épargnés, un climat d'insécurité insupportable. Une sorte de guerre civile rampante, endémique, de plus en plus mal contenue par la police. À partir de 1998, surtout en France, les bandes ethniques issues des banlieues prirent l'habitude de venir régulièrement saccager et piller les centres-villes. Mais pourquoi les gouvernements ne réagissaient pas? Ils étaient paralysés par tout un fatras de vieilles idéologies humanitaires. Et puis, après le traité d'Amsterdam de 1999, les gouvernements européens n'avaient pratiquement plus de pouvoir, et le gouvernement fédéral embryonnaire européen n'en avait pas encore. C'était l'interrègne, c'était la paralysie. Bref, de 1999 à 2014, date de la déflagration générale, la France entraîna avec elle l'Europe occidentale vers le gouffre. Tout s'accumula, s'additionna, par effet démultiplicateur, la crise économique, la paupérisation, la guerre ethnique larvée. Pour la première fois, en 2002, le produit national brut de l'Europe se mit à reculer puis à s'effondrer. Nafissa continuait d'enregistrer les propos du conseiller. Vous allez apporter à ma thèse des éléments très intéressants. En Inde, nous ignorions cette version des faits. Elle avala un gobelet de Régénérator que l'hôtesse venait de leur servir. Une boisson ultra vitaminée et légèrement euphorisante, sanitairement inoffensive, mais inabordable pour le commun des mortels. Il la dévora des yeux. D'ici 15 jours, je serai de retour à Bruxelles. Passez à mon bureau. J'aurai des tas de documents à vous communiquer sur cette période historique qui étaieront votre thèse. Et j'en profiterai pour vous inviter à un dîner dans une excellente auberge tenue par des moines. Le constructivisme vitaliste vous y autorise? Le constructionnisme vitaliste était l'idéologie officielle de la Fédération. Vu votre rang, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous avez certainement une accréditation internationale de niveau alpha? Oui, par mon père. J'ai le droit d'aller et venir partout dans votre empire. Elle sortit, en souriant, une carte plastifiée, dorée, ornée d'une colombe blanche qui tenait une clé dans son bec rouge. Le laissez-passer dans la Fédération pour les élites étrangères. Nafissa éclata de rire, puis son visage se ferma et elle demanda « Mais personne n'a résisté? Puisque l'État démissionnait, les gens n'ont pas réagi? Je parle de la France, là où, d'après ce que vous dites, tout a commencé. » Si, il y avait un parti politique, le Front National. Il essayait d'enrayer la catastrophe depuis les années 80. Il a tenté l'impossible. Il était diabolisé par les élites, profondément masochistes, collaboratrices avec l'ennemi. Un peuple qui meurt est fasciné par ses bourreaux. Le Front National a essayé. Impossible. En 2014, il faisait 30% des voix en France malgré les fils d'immigrés et les nouveaux arrivants des pays du Sud de plus en plus nombreux. En Inde, il y a un proverbe qui dit « Ce ne sont jamais les hommes qui font les choses, c'est Shiva ». Le wagon se mit à vibrer légèrement. Après la décélération, il entrait dans la gare souterraine de Moscou. Dimitri expliqua. La pression atmosphérique se rétablit. Ça vibre à cause des molécules d'air qui frappent le cockpit du train obus. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. En Inde, on nous apprend aussi quelques notions de physique. Votre proverbe indien est très juste. Les humains n'ont pas de sagesse. Ils font tout au dernier moment. C'est quand le cataclysme arrive que les hommes réagissent, souvent trop tard, ce qui fut le cas. Plutôt que de faire des réformes de bon sens avant le drame, ils font des révolutions brutales et terribles. C'est ce qui s'est passé. C'est Dieu qui nous a obligés à remettre les pendules à l'heure. Il gouverne notre destin. Non, ce sont les dieux, fit-elle à voix basse. En cette sinistre année 2014, 4 événements ont convergé. En France, des soulèvements d'une violence inouïe. La police débordée, un gouvernement sans pouvoir, n'osant en appeler à l'armée. Cette année-là, les émeutes endémiques provoquées par des bandes ethniques, le plus souvent en armes, qui attaquaient les centres-villes à partir d'enclaves hors la loi, se sont transformés en une véritable insurrection générale qui a ravagé la France de 2014 à 2016. L'élection législative de février 2014 a mis le feu aux poudres. De plus en plus d'électeurs étant d'origine immigrée, et ce que les Cassandres des années 90 avaient prédit s'est produit. Le Parti populaire musulman obtint 26% des voix, le Front National 30%. Très vite, ce fut la surenchère. La coalition laïque et républicaine de centre-gauche ne pouvait plus gouverner. Les revendications du PPM se firent inacceptables. Certains les accusaient de vouloir transformer la France en une république islamique. Un de leurs leaders extrémistes répondit « Oui, car dans 10 ans, nous serons la majorité. Désormais, la France est terre d'islam. C'est notre vengeance des croisades et de la colonisation. » Le Front National en appela à la résistance, la reconquête et la libération. Sur ce, le leader extrémiste musulman, chef du groupe du PPM à l'Assemblée, fut assassiné.
Par un membre du Front National, je suppose, questionna Nafissa. Non, probablement par la sécurité militaire algérienne, pour mettre le feu aux poudres et provoquer l'insurrection des musulmans de France. Il faut savoir que, depuis 2004, les pays du Maghreb étaient devenus des républiques islamistes intégristes très hostiles à la France. Bref, cet assassinat marqua le début d'une révolte générale d'une brutalité sans précédent. Elle ouvrit de grands yeux étonnés et le reprit. Très vite, la contagion a gagné l'Angleterre, puis la Belgique et la Hollande, où vivaient aussi de grosses communautés d'immigrés, où des partis islamistes semblables au PPM avaient été élus et ambitionnaient aussi un partage du pouvoir. Le gouvernement européen de Bruxelles était totalement désemparé. Là-dessus, des grèves éclatèrent. Peu à peu, l'économie fut paralysée. L'eau, la nourriture, les produits de base vinrent à manquer. Avec ma famille et les autres diplomates, nous nous terrions dans l'ambassade, n'osant en sortir. Les émeutiers incendiaient les immeubles du centre-ville, des fusillades éclataient dans les rues, et on ne donnait toujours pas l'ordre à l'armée d'intervenir. La police était débordée. Le Front National avait créé des milices patriotiques d'autodéfense et proclamé un Conseil national de la résistance. Peine perdue. La République française, l'ordre civil et l'économie s'effondrèrent. Peu à peu, les gens tentaient de fuir les villes. Une terrible crise économique s'ensuivit, sur fond de guerre civile. Et personne ne put rétablir l'ordre, s'étonna la jeune indienne. Non, une société vieillissante, minée par les virus du pacifisme et de l'humanitarisme, était incapable de se défendre. Tenez-vous bien, entre 2014 et 2016, toute une partie de l'Europe de l'Ouest, France, Grande-Bretagne, Belgique, Hollande, retourna tout simplement au Moyen-Âge. Même l'aide internationale ne pouvait plus parvenir, du fait de la guerre civile. On estime aujourd'hui que cette zone a perdu, en 3 ans, à cause de la guerre, des famines et des épidémies, 40% de sa population. Entre 2014 et 2016, en 3 ans, une partie de l'Europe occidentale plongea dans l'anarchie. Les États disparurent, le gouvernement de Bruxelles ne servait plus à rien. Des bandes armées sillonnaient les campagnes pour trouver de la nourriture. Plus de trains, plus d'automobiles. Les Français fuyaient en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans des camps de réfugiés. La télévision n'émettait plus. La quoi? La télévision. Un ancien système sur écran, où tout le monde pouvait voir les mêmes images en même temps. C'était devenu une véritable religion, une drogue. Mais passons, c'est de l'histoire ancienne. Quittant brutalement la gare de Moscou-Kremlin central, le train au bus s'élança, en avant vers l'Oural et ma patrie, la Sibérie, pensa Dimitri. Il l'imaginait tel un cobra, fonçant vers sa proie. De nouveau, ils furent plaqués sur leur siège, comme Tintin dans la fusée lunaire, écrasés sur sa couchette par la formidable accélération des réacteurs atomiques, une vieille bande dessinée du XXe siècle, uniquement connue des lettrés. Et vous, avec votre famille, vous êtes rentrés en Russie? Oui, comme tous les membres de l'ambassade, nous avons été rapatriés après 2 mois d'émeutes dans des conditions rocambolesques. En Russie, pourtant, la situation n'était guère brillante, mais comparée à la France, c'était un paradis. Après la chute du communisme en 1991, le nouveau régime fut incapable de se convertir à l'économie de marché. Le pays sombrait. En 2002, un gouvernement militaire nationaliste et néo-communiste prit le pouvoir. Depuis 2014, le pays vivait dans une semi-dictature presque autarcique. Mais enfin, malgré la pauvreté et l'effondrement du rêve capitaliste, on y mangeait à sa faim. J'ai repris mes études dans mon pays. La Russie, qui était l'homme malade de l'Europe en 2020, était 14 ans après, au milieu du chaos général, à peu près le seul pays où la civilisation ne s'écroulait pas, où régnait une sécurité et un ordre relatif. Je ne comprends pas une chose. Elle plongea ses yeux verts sombres dans les siens. Cet écroulement des pays de l'ouest de l'Europe, qui représentait un petit pourcentage de la population mondiale, comment a-t-il pu entraîner ce qu'on appelle la grande catastrophe? Par un effet d'avalanche. Dans la théorie mathématique de la catastrophe et du chaos, pour qu'un système stable bascule, il n'est pas nécessaire qu'une majorité de ces éléments se déstructure. Il suffit d'une modification d'un paramètre principal. Or, la partie occidentale du continent européen était un paramètre principal dans l'équilibre de la civilisation-économie mondiale. De plus, comme je vous l'ai dit, il y eut convergence de plusieurs autres mini-catastrophes sur la planète, qui étaient d'ailleurs toutes prévisibles dès les années 80 du siècle dernier. Très rapidement, à partir de 2015, l'Europe méditerranéenne et centrale, ainsi que l'Allemagne, subirent de plein fouet les effets des événements dramatiques de la France, de l'Angleterre et du Benelux. Il guettait dans le regard de la jeune fille les effets de son discours savant, mais il ne décela rien d'autre qu'une avidité de savoir. Elle a vraiment un regard de sorcière, se dit-il.
il se concentra un instant sur l'image d'Olivia qui l'attendait ce soir à Dorbisque. Puis il continua son récit. Toute l'économie européenne s'effondra comme un château de cartes. D'avril à décembre 2014, une civilisation venait de disparaître sans coup férir. Et les conséquences sur le reste du monde? Les événements d'Europe, qui était la première puissance commerciale du monde, provoquèrent une récession d'une ampleur sans précédent. En juin 2015, le président du FMI prononça ces mots qui sont restés dans l'histoire. « Ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une récession, c'est la fin du monde moderne, c'est l'apocalypse. » La jeune indienne sourit. Les dieux en avaient décidé ainsi. Elle ajouta « Et les 3 autres événements tragiques de l'année 2014, c'était quoi ?» Le premier fut une crise financière planétaire, comme cela s'était déjà produit en 1998, mais cette fois-ci 100 fois plus grave. Cette crise coïncida avec l'éclatement de la guerre civile en France. Les effets se cumulèrent. L'économie mondiale, rendue fragile par ses assises financières et spéculatives, explosa comme un ballon trop gonflé. Le deuxième événement fut une guerre nucléaire entre l'Inde, votre pays, et le Pakistan. C'est d'ailleurs pour ce motif que vous avez annexé le Pakistan et recréé un subcontinent unifié, comme sous la colonisation anglaise. Ça, je le savais, mais le Pakistan avait été l'agresseur. Personne n'est jamais vraiment agresseur ou agressé en cas de guerre, mais les deux à la fois. Cette guerre n'a pas fait énormément de morts en termes de pourcentage, 2 millions tout au plus. Mais elle a créé un traumatisme mondial et déstabilisé le système. C'est la Chine, par ses menaces d'intervention, qui a calmé le jeu et autorisé l'annexion du Pakistan selon un calcul bizarre. Malgré son hostilité historique envers l'Inde, les États-Unis n'ont rien pu empêcher. Leurs interventions ne furent d'aucun poids. Cette première puissance mondiale qui avait dominé le XXe siècle comme une comète allait s'effacer aussi vite qu'elle avait émergé. Les États-Unis, c'était l'Amérique du Nord? Ça paraît inimaginable de penser aujourd'hui que cette région a dominé la planète à la fin du siècle dernier, quand on voit ce qu'ils sont devenus. C'est ainsi. L'histoire est imprévisible, écrite par des aveugles fous et réalisée par des somnambules. La même chose est arrivée à l'Empire espagnol il y a bien longtemps. Et le troisième événement? Une catastrophe écologique qui reproduisait ce que l'humanité avait connu dans les années 90 du XXe siècle, mais cette fois-ci à très grande échelle. En janvier 2014, des millions d'hectares de la forêt amazonienne prennent feu, du fait des défrichages opérés par de grosses sociétés d'exploitation agricole. L'Amazonie, poumon vert de la planète, a perdu en un an, durée totale de l'incendie, 30% de sa superficie. Les suies et les poussières rejetées dans l'atmosphère ont obscurci l'éclat du soleil pendant 16 mois, faisant éclater partout des accidents climatiques majeurs, cyclones dévastateurs, pluies diluviennes, sécheresses et j'en passe, qui se sont cumulés à d'autres dégradations de l'environnement entamées depuis longtemps. L'impact psychologique a été énorme, et pour tout arranger, la montée des océans, en raison de l'effet de serre du réchauffement climatique et de la fonte des banquises, entraînée par l'émission de gaz opacifiants depuis le début de la révolution industrielle, a provoqué en septembre 2015, pendant les marées d'équinoxe, des raz-de-marée sur toutes les côtes atlantiques, 2 mètres d'eau dans les rues de New York, les villes côtières européennes dévastées. Tout cela s'est additionné par un effet à la fois physique et psychologique. Pour le monde entier, les années 2014-2016 furent celles du grand basculement. La civilisation de la modernité s'est effacée au cours de ces 3 années tragiques pour donner naissance à un autre monde. Le convoi quitta la gare souterraine d'Yekaterinbourg. La vitesse de croisière, après ce bond de 2000 km, s'afficha en quelques minutes. 12 000 km/h, la moitié de celle de la station orbitale Leonardo da Vinci. À quelques mètres au-dessus de leur tête, il imagina la taïga parcourue de hordes de loups et les lourds charrois des bûcherons revenant par les sentes des clairières de coupe. Continuez votre récit, monsieur le conseiller. J'apprends l'histoire. De 2014 à 2016, tout s'est enchaîné, ou plutôt déchaîné. Ce fut l'effondrement de l'Empire romain, mais à grande échelle, et avec une accélération de l'histoire en plus. En 2016, la zone France-Grande-Bretagne-Benelux est donc plongée dans un chaos complet, 40% des populations ayant péri du fait des massacres de la guerre civile, des famines, des épidémies, et l'effondrement d'une civilisation technique et d'une économie globale extrêmement fragile. Il n'existe plus d'État, les villes sont désertées. Dans le reste de l'Europe, les frontières se referment pour éviter l'incursion de bandes armées ou de réfugiés, et, conséquence logique, c'est l'ensemble du système monde qui fut jeté à bas. Les événements se sont succédés à toute allure, comme un cancer qui explose et métastase un organisme. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une invasion musulmane en Europe. C'est un mensonge ou c'est vrai? En tout cas, nous, en Inde, nous avons résolu le problème musulman. En 2017, les républiques islamiques du Maghreb
fondée au cours de la Révolution de 2003, profite du chaos total qui règne en France. Une force d'invasion débarque en Provence et entreprend une occupation militaire. Elle tente, sans succès, à cause du chaos général, de proclamer une république islamique de France et de fédérer les bandes ethniques armées qui sillonnent le pays et se battent entre elles. C'est le nouveau Moyen-Âge, le retour à la situation du VIe siècle où des poches de résistance en zones séparées se constituent en nouvelles baronnies. La plus puissante était centrée autour de Bruxelles, l'ancienne capitale de l'Union européenne. Là, en 2018, fut proclamé le duché de Bruxelles, fondé par un militaire de l'armée belge qui avait réussi à protéger la ville et à en chasser ces bandes ethniques, comme on disait alors. Incrédule, l'Indienne demanda « Mais pourquoi les armées de ces pays ne sont-elles pas intervenues partout ?» Bonne question. Parce que les gouvernements, culpabilisés et timorés, en ont donné l'ordre trop tard. Début 2017, l'économie s'était effondrée. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'essence. L'armée était paralysée. En fait, elle n'existait plus. Comme en Russie 20 ans plus tôt, les soldats ne recevaient plus leur solde et désertaient en masse. Seules quelques zones furent protégées par des officiers qui réussirent à rétablir l'ordre, à vaincre les bandes armées et à assurer l'approvisionnement grâce aux campagnes avoisinant les villes qu'ils contrôlaient. Ils purent refaire fonctionner par la force quelques centrales énergétiques et stations d'épuration. Évidemment, le régime instauré dans ces baronnies, peu reliées les unes aux autres, était militaire et très autoritaire. Mais les gens avaient la sécurité et le pain. Ils soufflaient. Les baronnies regroupaient 20% de la population et toujours des autochtones européens. Bien entendu, le niveau de vie était redevenu celui, disons, du XVIIe siècle. Par exemple, toute médecine moderne avait disparu, faute de médicaments. Elles étaient où, ces baronnies? En Europe occidentale, on en comptait seulement une dizaine. Le duché de Bruxelles, la République de Bretagne, la plus grande de toutes, dirigée par des officiers de l'ancienne marine de guerre française et plusieurs autres, assez petites, centrées autour de quelques villes d'Europe occidentale. Elles communiquaient entre elles par radio. Nafissa ne perdait pas un mot de cette description d'un passé apocalyptique. Cette civilisation était vraiment très fragile pour s'effondrer aussi vite. Pas exactement. Cette civilisation était en réalité née dans le Moyen-Âge, finissant au XIIIe siècle. Elle a connu son grand essor, comme l'analysa un politologue du siècle passé, Carl Schmitt, au XVIe siècle, avec les grandes découvertes, quand les Européens sont partis à la conquête des autres continents. Son apogée se situa en gros entre 1860 et 1980. Mais dès 1921, à peu près 100 ans avant la fin, un philosophe allemand, Oswald Spengler, avait entrevu les premiers signes de l'effondrement. Elle aura duré 7 siècles, un peu moins que l'Empire romain. Vous remarquerez que, comme toute civilisation qui s'écroule, la fin est très proche de l'apogée, car les virus de déclin, presque invisibles, mais depuis longtemps à l'œuvre, deviennent brutalement mortels au moment de cet apogée. Encore votre obsession de la théorie des catastrophes. Ce n'est pas une obsession. C'est une loi qui explique le déroulement de l'histoire et de bien d'autres phénomènes. Le ver est dans le fruit, mais le fruit paraît magnifique. Le vieux chêne est au sommet de sa vigueur, mais il est pourri de l'intérieur, et à la première tempête, il sera déraciné. Il dit soudainement « Attachez votre ceinture, Nafissa, nous arrivons à Novosibirsk ». Il continua son cours improvisé d'histoire. Entre 2018 et 2020, le reste du monde plonge à son tour. Comment ? La chute du système financier et boursier mondial s'est poursuivie, comme les catastrophes écologiques et climatiques n'ont cessé de se succéder. L'épuisement des ressources halieutiques, les poissons, si vous voulez, l'épuisement des sols, la désertification ont provoqué en 2 ans une succession de famines terrifiantes. En 2020, sur toute la Terre, on estime que 2 milliards d'hommes ont disparu. Qui a résisté ? Paradoxalement, la Russie a tenu le coup. Ce fait est très important pour la suite du récit. Elle était l'homme malade de l'Europe à la fin du XXe siècle, après la chute du communisme, mais le nouveau régime plus ou moins militaire lui a permis de résister. L'Inde, votre pays, résiste lui aussi, comme la Chine et le Japon. Ces zones conservent leur unité, parce que c'était de vieilles civilisations qui n'avaient pas oublié les réflexes archaïques protecteurs. Malgré la crise géante, elles ont maintenu leur homogénéité politique et une économie technologique qui tourne au ralenti, mais qui tourne. En revanche, les sociétés pluriethniques, où les traditions avaient été balayées ou marginalisées au profit du seul culte de l'économie, ont implosé, parce qu'il n'y avait plus de lien social et politique. Ce fut le cas de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Mais il est intéressant de noter que cet ouragan et cette pandémie planétaire sont partis de France. Le pays de la révolution, de la création philosophique de la modernité, fut celui qui se donna la mort. Le poisson pourrit toujours par la tête. Nafissa resta silencieuse, puis
Et quand, en 2017, l'armée musulmane est entrée en France, pourquoi les pays voisins ne l'ont-ils pas défendue? Ils étaient bien inclus dans cette Union européenne, non? Par lâcheté. Mais pas seulement. L'Union européenne, depuis 2014, n'était qu'une fiction. Les différentes armées européennes n'existaient pratiquement plus et n'étaient plus motorisées. Comment voulez-vous, dans ces conditions, vous opposer à une force maghrébine et musulmane disposant d'essence, de véhicules blindés et de chefs déterminés? Elle ne répondit pas. Tout à coup, ils furent secoués par un choc violent. Une voix féminine synthétique confirma l'information apparue sur l'écran dorsal. Suite à un léger incident, notre convoi doit s'immobiliser. Nous vous tenons au courant. Freinage brutal, vibration. C'est normal à cette vitesse et en cours de freinage, il y a souvent des incidents. J'espère simplement que je ne vais pas manquer ma correspondance avec le dirigeable pour Bering à Komsomolsk. La voix de Dimitri suait l'angoisse. À l'intérieur de la cabine, l'éclairage baissa d'intensité. Déficit de puissance électrique, l'écran de l'ordinateur dorsal s'éteignit. Inquiétant. Nafissa sourit. « N'ayez pas peur, monsieur le conseiller. Les dieux de l'Inde ancienne nous protègent. » Elle se remit à rire en secouant ses cheveux noirs. Une vraie sorcière. Un silence presque total régnait dans la cabine, plongé dans une quasi-obscurité. On entendait à peine les chuchotements des passagers. Une odeur de mauvais augure était perceptible. Une odeur de brûlé. Bloqué, prisonnier dans le tunnel au cœur de la Sibérie sous la taïga, Dimitri imagina la forêt de pins et de bouleaux, troncs noirs et blancs, alternés, le chuintement des cours d'eau dans les broussailles. Il ferma les yeux. À 5 mètres au-dessus de leur tête, il devina un moudjik insouciant, vêtu de peau et de cuir avec son chien et son bâton. Noueux ferré, glanant des brindilles sèches pour la flambée du soir dans l'Isba, très zen, Nafissa continuait ses questions. Et finalement, comment la libération s'est-elle opérée, puisqu'aujourd'hui, apparemment, on ne rencontre plus de musulmans en Europe? Répondez-moi et détendez-vous. Respirez. Il respira. Sa main douce et chaude se posa sur la sienne. Elle répéta. Détendez-vous. Mais Dieu vous protège. Répondez à ma question. Il dit à voix basse. En 2025, les baronnies, les zones de résistance d'Europe occidentale, vivant comme assiégées, décident de demander l'aide du gouvernement de la Fédération nationale populaire de Russie. Ce qui provoqua cette décision fut la prise par l'armée islamiste de l'État libre de Lorraine, regroupant Metz et ses environs. Les exactions punitives commises furent atroces, la cathédrale brûlée, et surtout l'ambassadeur russe fut égorgé avec toute sa famille en représailles de la politique anti-islamique de la Russie et des Slaves orthodoxes depuis bien longtemps. Les Russes ont donc opéré une sorte de croisade, mais vers l'ouest cette fois-ci? Oui, je vois que vous ne connaissez pas si mal l'histoire que ça, Nafissa. Donc, le 6 juin 2025, par ce qu'on appelle aujourd'hui la proclamation de reconquête, le général Alexandre Ivanovitch Doukachevski, le maître de la Russie, répond favorablement à la supplique des cités assiégées d'Europe. En décembre 2026, une armée de plus d'1 million d'hommes, appuyée par des chars et des avions, traverse l'Europe centrale et se dirige vers la zone occupée d'Europe occidentale, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, le Benelux, une partie de l'Allemagne et des pays scandinaves. Une seconde armée de 300 000 hommes, composée d'Ukrainiens, de Polonais, de Baltes, de Finlandais, de Serbes, de Grecs et de troupes de tous les États protégés par la Russie, débarque à Brest. Là, elle se joint à l'armée bretonne, forte de 24 000 hommes, et marche vers l'Est, de manière à prendre en tenaille les forces islamiques. Les Russes fournissent essence et munitions. La bataille décisive a lieu dans la Brie, à l'est de Paris, près des ruines d'un gigantesque parc d'attractions américain de la fin du XXe siècle. Le gros de l'armée islamique est écrasé. Les survivants sont faits prisonniers. Une deuxième bataille a lieu dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes. La victoire des troupes de libération s'explique par 2 facteurs. D'une part, les troupes musulmanes étaient désorganisées, en proie à des dissensions internes, des querelles de chefs de guerre, et, d'autre part, les républiques islamiques, victimes de la crise mondiale, ne pouvaient plus leur fournir munitions et essence. Ce n'était plus une force militaire organisée, mais des hordes. L'armée victorieuse fait son entrée dans Paris libéré où l'acclame une maigre population, puisque la ville avait été quasi désertée. Commence alors la reconquête, de 2025 à 2028, qui malheureusement fut extrêmement violente. Un bourdonnement. Soudain, la lumière revient et les écrans dorsaux se rallument. Une voix synthétique annonce « Incident réparé. Il s'agissait de la défaillance d'un électroaimant entré en ignition. La légère fumée va être évacuée par la climatisation. Nous aurons 8 minutes de retard sur l'horaire.
La transcontinée ultra rapide vous prie de bien vouloir l'excuser pour ce contretemps. Les dirigeables de correspondance attendront les voyageurs, merci. Vous voyez, monsieur le conseiller, je vous avais dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Elle retira sa main. Le convoi redémarra, glissa à petite vitesse dans le tunnel, 450 km/h, puis s'immobilisa en gare de Novosibirsk. L'arrêt avait duré 3 minutes. Le train-obus s'élançait maintenant vers le lac Baïkal. L'écran afficha 13 000 km/h. Nous allons réduire notre retard de 2 minutes. Nafissa reprit. Mais pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas intervenus comme, paraît-il, dans d'autres anciennes invasions où ils avaient libéré l'Europe de dictateurs allemands implacables? L'Indienne avait une mine ingénue. Le Russe sourit. Il répondit d'un ton doctoral. C'est très simple, ils n'en avaient absolument plus les moyens. Et les auraient-ils possédés qu'ils ne désiraient pas libérer l'Europe du joug islamique? Ils avaient vraiment d'autres soucis. En effet, à la suite de la crise économique planétaire géante dont je vous ai parlé, les États-Unis, première puissance économique du monde d'alors, dont la cohésion n'était fondée que sur la consommation matérielle généralisée et la spéculation financière, ont implosé. À partir de 2020, comme en Europe, mais pour d'autres raisons, les gens fuient les villes, l'État fédéral impuissant se fissure, l'économie s'arrête, des famines et des épidémies se déclarent, des guerres ethniques éclatent, comme le terrible affrontement entre latinos, noirs et asiatiques de Los Angeles d'octobre 2020. Le scénario européen se reproduit. 35% de la population disparaissent. Les États proclament leur indépendance et se replient sur eux-mêmes. Les Noirs se regroupent dans le sud, les Blancs fuient les zones où ils sont minoritaires. Dans ce vaste territoire, une nouvelle carte ethnique se dessine. Seules 2 régions parviennent à faire plus ou moins repartir les usines et l'économie industrielle, mais à 20% seulement. La République américaine du Pacifique, sur la bande côtière San Francisco-Vancouver, devenue une sorte de protectorat sino-japonais, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, et l'État de la vieille Amérique, Old American State, OAS, allant du Michigan à la Nouvelle-Angleterre en regroupant le sud-est du Canada avec Chicago pour capitale. Et New York, cette ancienne cité légendaire. Aujourd'hui, ce ne sont plus que de gigantesques ruines que l'on visite. « Je sais », répondit l'Indienne. « Mon père, comme tous les hauts fonctionnaires de notre empire, a reçu sur son vidéoprogramme une pub « Don't avoid a fantastic vision of New York's ruins », un survol en dirigeable de tout ce qui reste de la cité vendu par Indian Touristic System. Et oui, dès le début de la crise économique, New York était devenu un enfer. De plus, avec la montée des eaux, la ville à chaque grande marée était dévastée par les inondations. Les émeutes, les incendies, la famine ont fait le reste. New York s'est entièrement vidé de sa population. C'est allé très vite. Vous savez, il n'y a pas de catastrophe lente. La théorie des catastrophes parle d'accélération finale. C'est la fameuse loi des 80-20. 20% d'un système s'effondre en 80 unités de temps et les 80% restants s'effondrent en 20 unités de temps. New York, symbole planétaire de la modernité naissante, n'aura pas survécu à la fin brutale de cette dernière. J'ajoute que Los Angeles a, comme vous le savez, subi le même sort que New York. Je suis au courant, mais il paraît que, vues de dirigeable, les ruines de Los Angeles sont nettement moins impressionnantes. Il faut dire qu'elles ont été abattues en partie par un énorme tremblement de terre, en 2043. Il a fait peu de morts, la zone était déjà désertée. Il y eut un bip-bip sur l'ordinateur. Dimitri composa I-8 sur le clavier, ce qui autorisait le passage de l'information. Instantanément, Vega apparut à l'écran. Elle avait changé de tenue depuis tout à l'heure. Elle se déhanchait maintenant, vêtue d'un péplum à l'antique. En arrière-fond, un tube grec langoureux des années 70 du siècle précédent. Milice muos agapimou, dis-moi que tu m'aimes. Un rythme thessalique, très ancien, ternaire, entêtant. Nefissa éclata de rire. Vous l'avez super bien programmé, votre secrétaire virtuel. Complètement selon vos fantasmes, monsieur le conseiller. J'espère que votre femme n'est pas au courant. Il grogna. C'est normal. Cet ordinateur quantique super puissant est réservé aux dirigeants. On a bien le droit de s'amuser un peu à mon âge, non? Que se passe-t-il, Vega? Maître, le tribunal suprême inter-État de Saint-Pétersbourg vous communique que le royaume d'Albanie demande un report de 2 ans pour rembourser son emprunt auprès de la Banque fédérale et de la République du Kamtchatka, contracté en 2070. Il faut votre avis d'urgence. Il tapa sur le clavier portable. Délai de 16 mois accordé, mais pas plus. Si refus des Albanais, la fédération remettra en cause le financement du canal à grand gabarit Tirana-Sofia. J'en ai marre de ces bras cassés. Silence de l'ordinateur. Un sifflement. L'image de Vega s'immobilise, puis se réanime. Je mets « bras cassés » dans ma réponse au tribunal, maître? Non, supprimez la dernière phrase et transcrivez le tout en texte administratif. Il tapa. 8i. Et l'image de la secrétaire virtuelle disparut.
La jeune indienne avait tout observé. « Vous prenez vite les décisions, vous ?» Il se sentit flatté et répondit en faisant mine d'épousseter son épaulette. « Je suis obligé. La fédération comporte 125 États autonomes, chacun avec ses revendications égoïstes. On ne peut plus, comme au XXe siècle, appliquer la règle de la concertation. Il faut trancher au nom du gouvernement impérial et de l'intérêt commun. Et si un État n'est pas d'accord, après référendum, il quitte la fédération. C'est ce qui s'est passé avec la minuscule Corse, pour l'Euskadi ou Pays Basque, pour la Sicile, l'Estonie et d'autres. Maintenant, soit ils sont revenus, soit ils nous supplient de les réaccepter. Normal, ils ne bénéficient plus de la solidarité fédérale et de nos protections militaires. Nous avons exactement les mêmes difficultés dans l'Empire des Indes. Le Népal a voulu quitter l'Union, mais il a eu peur de la Chine et est revenu. Avec l'État de Bretagne, la Bavière, les Flandres, l'Île-de-France, la Suède, nous avons le problème inverse. Ils sont très dynamiques et ils essayent de tout accaparer. Ils trustent les ministères et les commissions. Les pires, ce sont les Bretons. Ils sont partout. À les entendre, ce sont eux qui dirigent l'Empire. Mais pas totalement faux d'ailleurs. Le président du gouvernorat impérial, notre chef d'État, est un Breton. Elle le regarda, étonné. Il ajouta « Au fond, malgré les querelles superficielles, tout le monde s'entend bien, parce que nous avons compris que nous étions du même peuple, même dispersés sur plus de 20 000 kilomètres. Les litiges portant sur les égoïsmes économiques font partie de la vie. L'essentiel est de s'entendre sur les questions principales. Et quelles sont les questions principales ? Quel est l'ennemi commun ? Quel est l'ami commun ? Ah, je vois. Au fond, je suis d'accord. Elle changea de sujet. Vous me disiez que la reconquête, entre 2025 et 2028, avait été très brutale. Vous racontez ? Il lut dans ses yeux un goût certain pour les histoires tragiques. Elle attacha sa ceinture. La décélération était brutale. L'écran affichait 3,2 G. L'arrêt à Irkoutsk dura moins de 2 minutes. Un homme aux cheveux longs, à l'uniforme rouge vermillon, s'assit près d'eux, de l'autre côté de la travée. En plus de son sac de voyage, il transportait un chevalet en bois de pin. Dimitri reconnut un lieutenant-colonel du 2e bataillon impérial des plasticiens. Ses pattes de colle étaient ornées, argent sur fond mauve, du pinceau et du marteau entrecroisés. Le convoi repartit. Dimitri répondit avec retard à la question de Nafissa. Oui, très brutal. Depuis la grande catastrophe, et comme toujours dans l'histoire, les systèmes de valeurs avaient basculé. Ce fut le général Doukachevski qui prit les choses en main. Les restes de l'armée musulmane et des bandes ethniques furent capturés et regroupés dans le sud de ce qui était jadis la France, puis embarqués de force vers l'Afrique du Nord, qui n'avait pas les moyens militaires de s'y opposer. Mais il y eut plus grave. À la suite des traumatismes éprouvés et du basculement des mentalités, toutes les populations issues des grandes vagues d'immigration extra-européenne depuis les années 60 du siècle dernier, et ce sur toute l'Europe occidentale, fut malheureusement déportée. Cela toucha plusieurs dizaines de millions de personnes, et vous vous imaginez bien que cette opération, menée par l'armée européenne de libération, ne se fit pas dans la douceur. C'est ce que les historiens ont appelé la reconquête. La belle Nafissa fit une moue étonnée. « Pourquoi dites-vous « malheureusement », monsieur le conseiller ? Tout cela choque un peu ma conscience et mon ancienne éducation chrétienne, mais c'est ainsi. En tout cas, moi, en tant qu'hindouiste, ça ne me choque pas. Bon, continuez. Alors, il y eut des massacres, c'est ça que vous déplorez ? Non, aucun. Ces populations déracinées, sans patrie, ont été massivement transférées d'Europe par bateau dans l'île de Madagascar, à l'est de l'Afrique. Ils étaient 23 millions. Beaucoup étaient juridiquement français, belges, hollandais, anglais, mais ça ne signifiait plus rien. Le droit des nationalités de l'Ancien Monde avait disparu, totalement. Les critères archaïques avaient repris le dessus. Nafissa ouvrait de grands yeux, stupéfaite. En Inde, on ne nous a jamais parlé de ça. Le gouvernorat a tout financé. Actuellement, la fédération verse chaque année 10 milliards d'euros sesterces au royaume de Madagascar. Finalement, l'intégration là-bas s'est assez bien passée. L'Indienne posa une nouvelle question. Après la grande catastrophe, comment se fait-il que la science et la technique du XXe siècle aient pu se conserver et que toute l'humanité n'ait pas replongé dans le primitivisme ? Parce que, comme à la fin de l'Empire romain, ont subsisté des bulles de survie, une sorte de réflexe néo-médiéval. Et puis, l'Inde, la Chine, le Japon ont mieux résisté que l'Occident. L'effondrement a été contenu. La plupart des acquis technologiques ne se sont pas perdus. Les connaissances techniques ont été gelées, mais pas abandonnées. L'innovation a cessé, mais au sein de minorités protégées du chaos général, la transmission des connaissances a été à peu près assurée un peu partout dans le monde. Il n'y a pas eu de décompétence générale, mais seulement partielle, ce qui a permis la seconde renaissance.
que l'on peut dater des alentours de 2030. Racontez. Elle mit une nouvelle cassette pour recharger son magnéto. De 2030 à 2038, les baronnies se rapprochent les unes des autres, puisque les communications se rétablissent et que le territoire est pacifié. L'Europe s'organise alors spontanément en État autonome et reprend son ancienne capitale, Bruxelles. Mais selon des principes très différents de la défunte Union européenne, les États-nations, comme la France ou l'Allemagne, ne furent pas reconstitués. Ils n'inspiraient plus confiance. La nouvelle structure, provisoirement baptisée Communauté des États européens, regroupait en gros les anciennes régions de l'Europe occidentale, dotées d'une très large autonomie. Par exemple, la Bavière, la Wallonie, la Padanie, etc. Et comment avez-vous été amené à créer cette immense fédération euro-sibérienne que vous appelez aussi l'Empire? En 2038, l'économie avait été restaurée, bien que ne produisant plus que 10% des volumes et des valeurs d'avant 2014, ce que personne ne voulait plus dépasser. Partout, les campagnes se repeuplaient. Une minorité s'était reconcentrée sur un mode de vie ultra-scientifique en améliorant rapidement tous les acquis du XXe siècle dans des villes à taille réduite. Mais de graves problèmes internationaux ressurgirent, avec de nouveau menaces de conflits nucléaires et bactériologiques. Des républiques islamiques, votre pays, l'Empire des Indes, la Chine, le Japon et d'autres étaient impliqués. La Russie et ses satellites d'Europe centrale proposèrent alors à la communauté des États européens de fusionner purement et simplement pour assurer l'unité et la défense des peuples apparentés. Ce fut le pacte de Prague, signé en décembre 2038, qui créait solennellement la Fédération euro-sibérienne. Cette union calma aussitôt les tensions internationales. Il fallut 2 ans de dures négociations jusqu'en 2040 pour parachever les institutions de ce que nous nommons la Grande Patrie. Et c'est à cette date que débutèrent les travaux de la première ligne du planétrain, dans lequel nous sommes en ce moment. Brutal ralentissement, décélération, vibration. Sur leurs écrans dorsaux, un voyant rouge se mit à clignoter. « Attachez votre ceinture, Nafissa. Qu'est-ce qui se passe? Un accident ?» Elle n'avait pas du tout l'air effrayée. Mais il fit comme si. Il effleura sa main, posée sur la coudoir. Elle la retira instantanément. Mais non, n'ayez pas peur. Entre Magocha et Skovorodino, la ligne du planétrain n'est plus souterraine. Le convoi doit ralentir et le fait brutalement. Nous ne sommes plus dans le vide du tunnel, mais à l'air libre. De fait, une icône s'afficha en haut de l'écran pendant quelques secondes. Ralentissement, ligne aérienne, vitesse réduite, 420 km/h. Dimitri s'éclaircit la voix puis expliqua. Dans cette région, la nature du sol ne permet pas de creuser de tunnel. Le planétrain freine à cause de la résistance de l'air. Regardez. Un panneau se souleva électriquement en ronronnant, dégageant le hublot. La lumière du jour inonda la cabine et les lampes s'éteignirent. La jeune indienne se pencha vers Dimitri pour observer le paysage par la petite ouverture de plexiglas. Le train avançait, toujours en sustentation magnétique, sur un large monorail surélevé, dans un paysage de forêts et de montagnes brumeuses, aux horizons interminables, le paysage de la Sibérie orientale, sorti d'un vieux film de Tarkovsky. Regardez, la forêt avait disparu. Le convoi, en vrombissant, traversait maintenant une immense cité de maisons en bois, de huttes dispaces. Ici, une église orthodoxe en briques surmontée d'un dôme doré. Là, une foire aux bestiaux, un lavoir bondé de femmes. Malgré la vitesse, on distinguait des marchés grouillants de monde, une pléthore de voitures à cheval, puis des champs ou des attelages de bœufs traînant des charrues, des fermes, une grosse rivière bordée de moulins à eau. Le spectacle dura plusieurs minutes. Au loin, on apercevait d'immenses ruines noyées dans la végétation, des restes d'usines, des carcasses, des buildings. L'ancienne ville minière de Magocha, souvenir du XXe siècle. Et de nouveau, la nature vierge, des forêts de sapins et des bouleaux interminables. Il reprit. C'est une des plus grandes communautés néo-traditionnelles de notre fédération. Il y a une liaison par semaine, en dirigeable, à partir d'Ulan-Ude ou d'Irkoutsk. Olivia, ma femme, y est allée le mois dernier pour acheter de la viande de yak fumée et de la vodkaya, un délicieux alcool d'écorce de bouleau, introuvable ailleurs. Cette communauté compte au moins 50 000 habitants. Ils ont approximativement le mode et le niveau de vie de l'Europe du XIIIe siècle. Ils sont très heureux avec ça. Avant la grande catastrophe, demanda la jeune indienne, est-ce vrai qu'on a essayé de faire vivre l'ensemble de l'humanité selon l'économie technologique? Oui, ce fut la grande utopie des 19e et 20e siècles, partie d'Europe et d'Amérique. Écologiquement, ce n'était pas viable, et ce fut une des causes de l'écroulement de l'ancienne civilisation et des migrations de populations sud-nord. Aujourd'hui, dans la fédération euro-sibérienne, 19% des habitants participent à l'économie et au mode de vie technoscientifique.
Et en Inde, je crois beaucoup moins. Chez nous, seule la caste des Abhishami, à laquelle j'appartiens, vit comme ça. À mon avis, cela représente 5% de la population, mais fait quand même des dizaines de millions de gens. En tout cas, d'après ce que dit mon père, le Maharaja de Gopal, la société est beaucoup plus juste et plus équilibrée, ainsi que du temps de l'Ancien Monde. L'Inde a retrouvé ses traditions. Il sourit. Évidemment, ce n'est plus la démocratie. Elle haussa les sourcils. C'était quoi, la démocratie? J'ai déjà entendu ce mot. Ce genre de question le gênait. Il tenta d'éluder. Au départ, ce n'était pas une mauvaise idée. Dans la Grèce antique, c'était le pouvoir des dèmes, c'est-à-dire des quartiers, mais étendu à tous les peuples. Et en plus des peuples pléthoriques, cette greffe culturelle a provoqué un désastre. La démocratie est propre à la mentalité européenne seulement. Elle n'est pas exportable. Chaque peuple a son mode de gouvernement qui lui est adapté. Mal appliquée, la démocratie peut conduire à l'injustice et au désastre, ou devenir le paravent de la tyrannie. Je ne comprends pas comment les Occidentaux de jadis ont pu croire que tous les humains devaient vivre selon le même régime. Quel manque de bon sens et quel orgueil! En Inde, nous ne sommes pas démocratiques, mais le système n'est pas injuste ni tyrannique, et tout va bien comme ça. Elle ajouta, après un silence, « Et dans la fédération, vous avez établi la démocratie ?» Dimitri esquissa un sourire ironique. Disons que nous ne pratiquons plus du tout le système de l'ancienne démocratie d'avant la grande catastrophe. Nous appliquons la formule de la démocratie organique, inspirée de Platon, un philosophe grec de l'Antiquité. Un modèle de démocratie figé et uniforme serait totalement impossible dans un ensemble géographique où existent d'énormes différences de mode de vie entre les communautés rurales et la minorité qui a repris la civilisation technoscientifique comme vous et moi. De plus, chacune de nos régions-États autonomes est libre, dans les domaines où elle n'est pas soumise aux compétences du gouvernorat impérial, d'organiser ses institutions comme elle l'entend. Elle doit simplement, par les moyens qu'elle désire, désigner un nombre de députés fixé en proportion de sa population au Sénat fédéral de l'Empire. Mais rassurez-vous, sauf à être expulsé de la fédération, aucun État autonome n'a le droit d'opprimer ses habitants. L'État de droit est la règle. Elle le regarde fixement, avec un demi-sourire. « Je comprends. Vous êtes vraiment très tolérant, vous. Vous feriez rire mon père. Mais chaque peuple a ses règles. Continuez de m'expliquer. » Il ne releva pas. Dans la fédération, nous avons essayé de concilier deux principes, l'autorité absolue et la rapidité de décision de l'autorité politique centrale. Le gouvernorat élu par le Sénat impérial et une grande liberté d'organisation laissée aux régions-États. Certaines d'entre elles sont même restées ou devenues des monarchies héréditaires, 30% environ dirigées par des rois, ducs ou autres souverains folkloriques. Vous voyez, nous essayons d'être à la fois tolérants et efficaces. L'hôtesse les interrompit en leur servant des cubes de poisson cru du lac Baïkal, mélangés à une décoction de légumes brûlants, un plat traditionnel de la région traversée. Nafissa avait un appétit d'ogre, elle engloutit sa portion. « Votre cuisine est bonne, monsieur le conseiller, presque aussi savoureuse que dans mon pays. J'organise régulièrement des joutes culinaires entre les différents États autonomes de la Fédération. Et qui gagne? C'est désespérant. C'est toujours les États de l'ancienne France. Élargissez, monsieur le conseiller, l'Empire des Indes peut concourir. » Après un silence. « Regardez !» Nafissa s'était de nouveau penchée sur lui, la tête collée au hublot. Ses longs cheveux noirs balayaient la veste de son uniforme. Dimitri se concentra sur le spectacle. Le convoi fonçait sur une paroi rocheuse et une clairière. Des dizaines d'animaux au pelage gris galopaient dans les taillis. Le spectacle ne dura que quelques secondes. C'est une horde de loups. Ils prolifèrent partout. Au XXe siècle, les animaux sauvages ont disparu. Maintenant, ils reviennent en force. Évidemment, ça pose quelques problèmes. Chez nous, en Inde, ce sont les tigres. Parfois, ils mangent les villageois. Mais ils sont si beaux. Regardez, j'ai un sac en peau de tigre. J'ai eu récemment à régler un litige entre le duché de Provence, l'État de Padanie et le ministère fédéral de l'agriculture. Ils se plaignaient de la prolifération des loups qui ravageaient les troupeaux et demandaient l'allocation de 5000 chiens dressés pour les protéger. Le coût était trop élevé et les négociations s'enlisaient. Comment ça s'est conclu? Ces deux États cumulent 25 000 bergers et d'énormes troupeaux de moutons. J'ai eu une brillante idée pour résoudre le problème. Ça ne m'étonne pas de vous. Racontez. Les laboratoires AHG, Animal Human Genetics, une filiale de la firme géante Typhoon, ont mis au point à ma demande 1500 manipulats biotroniques, un par exploitation agricole menacée, qui revenait beaucoup moins cher à produire que de dresser 5000 chiens patous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des robots biologiques animaux.
hybride génétique de plusieurs espèces, dont l'homme, qui effraie naturellement les loups. Ils sont bourrés de puces informatiques intelligentes qui déculpent en outre leurs facultés et leur enlèvent le besoin de sommeil. La nuit, ils restent près des troupeaux, éveillés. Inutile de vous dire qu'aucun loup ne s'approche plus. « Et ça ressemble à quoi, ces choses ?» demanda-t-elle en riant. « Pratiquement à des dieux de la mythologie hindoue. » Elle fronça les sourcils et il reprit. « Oh, pardonnez-moi. Eh bien, ils sont bipèdes, avec des membres énormes, une tête intermédiaire entre celle d'un chimpanzé et d'un requin. Ils ressemblent un peu à un dinosaure du Crétacé, le Vélociraptor. Ce sont des gardes du corps exceptionnels, inutile de les dresser puisqu'ils sont livrés tout programmés. Et leur coût de fabrication a considérablement baissé, parce que AHG a eu l'idée d'en commercialiser une version modifiée, vendue aux forces de police des États et à l'armée fédérale. Astucieux, non? Oui, très. Ce laboratoire devrait prospecter le marché indien. Mais dites-moi, monsieur le conseiller, vous avez de très grosses responsabilités, non? Demanda-t-elle, flatteuse. Mon travail est à la fois très simple et très compliqué. Régler les litiges entre les États autonomes et faire respecter par tous les lois de la Fédération. J'ai 2000 fonctionnaires fédéraux sous mes ordres, si vous voulez tout savoir, ajouta-t-il en lissant son épaulette du plat de la main. Je vous félicite, monsieur le conseiller. Mon père, le Maharaja de Gopal, en a à peu près 100 fois plus. Elle éclata de rire. Il se renfrogna dans son coin. Le convoi continuait d'avancer sur sa rampe surélevée où traversait une profonde forêt. Qu'est-ce que c'est? La jeune fille désignait de nouveau le hublot. Au-dessus du fait des sapins, derrière un escarpement, elle avait repéré un engin bizarre éclairé par le soleil. C'est une barge des FAF, les forces armées fédérales. Un gros parallépipède de forme oblongue, légèrement recourbé aux extrémités d'une vingtaine de mètres de long, ressemblant vaguement à une barge fluviale à fond plat, l'engin flottait en tournoyant sur lui-même, survolant les arbres. Il était de couleur vert kaki, et ses flancs, comme son ventre, semblaient hérissés de tubes. À quoi ça sert ce machin? Ce machin, mademoiselle, est une des dernières inventions très prometteuses d'Euromotor, une firme concurrente de la Typhoon. Le principe, la barge est construite sur un nouveau matériau ultra léger, le kéflon, qui pèse moins lourd que le coton, mais qui est aussi résistant que l'acier. Elle flotte dans l'air parce que, dans le centre de l'appareil, on a fait le vide atmosphérique. Elle est pilotée depuis le sol et se meut grâce à des mini-réacteurs à neutrons. Elle est équipée de radars, de caméras 3D et de systèmes électroniques de détection miniaturisés et sophistiqués. Un radar volant, quoi. Exactement, mais très fin. Ça sert à repérer discrètement toutes les menaces, des plus localisées aux plus massives, et bien plus efficace que les anciens avions radars. Elle peut voler à 10 mètres du sol, comme à 15 000 mètres, sans bruit, peu repérable. La firme Typhoon a déclaré récemment qu'elle mettait au point une nouvelle génération de barges concurrentes, beaucoup plus performantes, car fonctionnant à l'antigravitation. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette barge? Il y a probablement des manœuvres militaires ou des essais dans le coin, répondit-il évasivement. En Sibérie orientale, c'est très fréquent à cause du voisinage de la Chine. Le ton de la jeune fille se fit plus perfide. L'immense fédération euro-sibérienne préparerait-elle donc une guerre, monsieur le conseiller? Et contre qui? Détrompez-vous, Nafissa. Les événements du XXIe siècle nous ont rendus pacifiques, et non pas pacifistes. Nous voulons simplement que nul ne puisse jamais nous attaquer, nous envahir ou nous vaincre. Notre objectif fut de détruire une force armée fédérale à laquelle personne n'ose plus se mesurer. Protéger notre maison commune et empêcher la folie humaine de détruire la planète. Tel est l'unique objectif de la politique militaire du gouvernorat, dissuasion par la menace potentielle de notre puissance. Mais rassurez-vous, nous n'avons nulle intention d'agresser quiconque, et surtout pas votre merveilleuse civilisation. Nous suivons en cela les idées de De Gaulle et de Gorbatchev. Qui étaient ces types-là? Oh, des chefs d'État européens de la seconde moitié du XXe siècle, qui n'ont pas été trop écoutés en leur temps. De nouveau, le tunnel. Les lampes se rallument. Les hublots se ferment. Ils sont plaqués contre leur siège. Le train au but prend son élan. Sur l'icône de l'écran, vitesse effective, 12 000 km/h, acquise dans 7 minutes. Accélération niveau G3. En cas de malaise, contactez l'hôtesse. Un peu plus tard, le convoi s'immobilisa à son terminus, la gare souterraine de Komsomolsk. Il prit congé de la jeune indienne avec amertume. Ils échangèrent leurs coordonnées électroniques sur le quai. « Appelez Vega pour me joindre », fit-il avec une certaine tristesse. « Mon invitation à Bruxelles tient toujours. Et vous, vous êtes le bienvenu avec votre femme dans le palais de mon père, à Srinagar. Où allez-vous, Nafissa ? Je poursuis mon voyage d'études. Je vais en Chine.
Le gouverneur de Mandchourie est un ami de mon père. J'ai réservé un wagon-lit dans un train classique jusqu'à Changchun. Le voyage va être long. C'est à 12 000 km à peu près. Oh, c'est très confortable. J'ai tout mon temps. Et puis, j'ai de la lecture. Futilité. C'est un roman anglais du XXe siècle. Une histoire horrible. Ça raconte la traversée du Titanic, mais à ceci près qu'il n'a pas heurté l'iceberg et qu'il arrive à bon port à New York. C'est un récit d'épouvante. J'adore. Il la vit disparaître dans la foule, mince silhouette qui s'éloignait d'une démarche déhanchée. Elle était, avec la peau sombre, presque la réplique physique de Vega, sa secrétaire virtuelle. La reverra-t-il jamais? Il gagna la surface par les escalators. Il avait quitté Brest un peu plus de 3 heures auparavant, au petit matin. Et ici, du fait du décalage horaire, la nuit était déjà tombée. Le froid le saisit. Il faisait à peine 10 degrés. On avait beau être en juin, la Sibérie orientale n'avait pas bénéficié du réchauffement climatique. Les étoiles scintillaient dans le ciel noir. Devant le bâtiment de la gare, les braseros des vendeurs de châtaignes et de poissons grillés rougeoyaient. Ici, pas d'électrotaxi. Il se dirigea vers la station de fiacre. Une queue d'une vingtaine de voyageurs attendait. Il entra dans la cabine. Il exhiba sa carte de haut fonctionnaire fédéral. Son uniforme aurait suffi. « Suivez-moi, monsieur le conseiller. » Quelques minutes plus tard, il était installé dans la cabine de la voiture tirée par un petit cheval noir au trot vif. Une chaufferette aux charbons ardents était installée sous le siège. « Où va monseigneur ?» demanda le cocher en dialecte tchournik. « Au port des dirigeables, en vitesse. » Un coup de fouet. Le cheval accéléra, au trot allongé. Depuis l'abandon des jets pour les transports civils et leur remplacement par des dirigeables, les aéroports, qui ne nécessitaient plus la présence de pistes et qui n'avaient plus de problème de pollution ni de bruit, pouvaient être situés près des grandes villes. Ce sont souvent les vieilles technologies réaménagées qui s'avèrent les plus performantes. Il en allait de même pour la propulsion semi-éolienne des navires. Le dirigeable était moins rapide que les anciens jets, mais on regagnait du temps en trajets terminaux. Dimitri avait pris, en première classe, un billet pour un direct Komsomolsk-Dorbisk, sa ville de résidence sur le détroit de Bering, à 2300 km au nord-est, avec escale à Petropavlovsk, au Kamtchatka. Au bout de 10 minutes d'un trajet chaotique, le fiacre s'arrêta devant le terminal des Siberic Sideral Flow, la compagnie d'État de la République unifiée d'Extrême-Orient sibérien. Pas question, ici, de payer avec sa carte à puce. Il régla le cocher avec une piécette d'argent de 2 € sesterces. Le spectacle était féerique. Une dizaine de mâts d'amarrage de 100 mètres de hauteur se dressaient illuminés sous le ciel étoilé. Au fait de chaque mât, d'énormes cylindres noirs se balançaient doucement dans le vent avec leurs feux de position clignotants, les dirigeables. Une hôtesse blonde aux yeux violets le conduisit au pied du mât du vol 788. Il prit l'ascenseur, pénétra dans la nacelle, déposa son sac dans la soute à bagages, ne gardant sur lui que son kit ordinateur. Il s'assit à la place qui lui était réservée, près d'un hublot. C'était encore plus confortable que dans le plané-train. Il y avait un écran dorsal incrusté dans le siège en face de lui, et une collation l'attendait sur la tablette avec un verre de vodkaya, l'alcool de bois de bouleau. En attendant le départ, alors que les hélices commençaient déjà à tourner, des informations publicitaires de la SSF agrémentées d'images défilaient sur l'écran. Une voix synthétique accompagnait le texte. Merci d'avoir choisi notre compagnie aérienne, la plus sûre du monde. Nous assurons des liaisons sur toute la Sibérie au départ de 80 villes et la desserte de 35 communautés rurales. Ce dirigeable est un Albatros 350 construit par la firme Typhoon. Il est propulsé par 6 hélices à pales variables alimentées par un réacteur nucléaire à neutrons rapides. Son degré de pollution atmosphérique est 0. Notre sustentation dans l'air est assurée par 2 systèmes, un compartiment à hélium et un compartiment à vide. La capacité de la nacelle est de 200 passagers, dont 50 en première classe. Un bar et une chapelle de prière sont à votre disposition au premier étage. Nous naviguerons à une altitude moyenne de 3500 mètres et à la vitesse de 490 km/h. Les vents nous étant favorables, nous pourrons pousser jusqu'à 580 km/h. Nous atteindrons Dorbisk, notre terminus, dans un peu plus de 6 heures. Le commandant Marx et son équipage vous souhaitent un bon voyage. Départ imminent. Vrombissement d'hélices. Libéré des attaches du mât, l'énorme engin s'éleva avec rapidité. Survolant la ville illuminée, il vira sur la gauche en douceur. Dimitri regarda par le hublot. Tout était noir. Ils étaient déjà au-dessus de la mer d'Okhotsk. L'habitacle était inondé d'une lumière bleutée. Il était temps de se mettre au travail. Dimitri alluma son ordinateur et se connecta à l'écran dorsal. Vega apparut instantanément.
Cette fois, la secrétaire virtuelle était vêtue à la mode 1900, en mousseline noire. « Au fait, je viens de recevoir un message du commodore comte Ron Schneider. Il attend votre rapport et s'impatiente. Il se plaint que vous ayez débranché votre téléphone portable. Il ne peut pas vous joindre directement. » Dimitri l'avait débranché pour ne pas être dérangé pendant sa conversation avec Nafissa dans le planétrain. Une petite faute professionnelle. Pas grave. Prenez note de mon rapport auquel sont joints les enregistrements des moments les plus importants de la conférence de Brest et envoyez-le immédiatement à Schneider par Euronet à Saint-Pétersbourg. Le procédé, connu dès la fin du XXe siècle, avait commencé à être développé vers 2010, mais la grande catastrophe avait tout stoppé. Ce n'est que vers 2050 que cette technologie avait été reprise et améliorée grâce à la surpuissance des systèmes informatiques quantiques et bioniques, les puces à ADN, mais elle n'était évidemment réservée qu'à l'élite dirigeante. Dimitri allait dicter son rapport oralement au micro. Ses propos seraient instantanément transcrits et traduits en un texte trilingue, russe, français, allemand, par l'ordinateur et envoyé dans la seconde par satellite sur le fax de Schneider. Puis, il insérait la microdisquette contenant les enregistrements des débats dans le lecteur du petit ordinateur. Là encore, ils allaient être immédiatement transformés en texte joint à son rapport et parviendraient dans la minute à Schneider au sein du tribunal suprême inter-État. Il brancha le micro et parla à voix basse pour ne pas être entendu des autres voyageurs. « Vous êtes prête, Belle Vega ?»« Je suis prête, savant maître. » La secrétaire virtuelle se dandinait sur l'écran, arborant une moue ravageuse. Il l'avait vraiment bien programmée, et dire que cette femme de rêve n'existait pas. Voici donc l'introduction du rapport. Il parlait lentement, et les phrases transcrites s'affichaient à l'écran en russe sur son clavier. Il corrigeait parfois une formule ou une expression. De Dimitri Leonidovitch Oblomov, conseiller plénipotentiaire à son Excellence le commodore comte Ron Schneider, prévôt du tribunal suprême inter-État de la Fédération impériale euro-sibérienne. Objet. Règlement du litige opposant les régions-États autonomes ci-après désignées. République d'Irlande, Royaume d'Écosse, Duché de Galles, Duché de Cornouailles, République populaire de Bretagne, Duché de Normandie, État libre de Vendée-Poitou-Charentes, Duché d'Aquitaine, République socialiste d'Euskadi, République de Galicie, État associé de Portugal-Lusitanie, tout État regroupé dans l'association d'intérêt économique intitulée Arc Atlantique, partie défenderesse opposée, Royaume d'Île-de-France, République socialiste d'Ukraine, Royaume de Bavière, État unifié de Padanie, Royaume d'Angleterre, République tchèque et République nationale populaire de Serbie, partie demanderesse. Nature du litige, les régions-États autonomes demanderesses et plaignantes, sus-désignées, reprochent au REA, défenderesse de l'Arc Atlantique, d'avoir accaparé de fait le monopole de la vente de poissons, des pêcheries et de la production de crustacés et de fruits de mer. Pratiquant des prix bas, du fait d'une forte productivité, il nuirait à la production agricole des autres REA demanderesses et concurrencerait déloyalement les exportations alimentaires dans la fédération, leur faisant subir un important manque à gagner. Ce reproche était conforme aux faits, d'après l'avis des experts. Lesdites REA accusatrices exigent que les États de l'Arc Atlantique leur offrent des compensations financières en subventionnant leur production, et ces dernières refusent. Ma mission fut de trouver un terrain d'entente et une solution. Lieu de rencontre, ministère fédéral de la Marine, Brest. RP de Brest, le 20 juin 2073. Participant à la rencontre, 1. Les présidents des parlements des régions États autonomes sus-désignés. 2. Les experts de la délégation financière fédérale. 3. Moi-même, votre serviteur. La rencontre était présidée par l'abbé Venceslas, président de la République de Lituanie, État non concerné par ce conflit économique. J'envoie d'abord à votre Excellence les enregistrements les plus intéressants de la négociation. Il inséra la disquette de l'enregistrement. Voici tout d'abord un échange de propos entre Madame Gwen Arpen, présidente du Parlement de Bretagne, et moi-même. Il n'est pas question que nous subventionnions les productions de ces États agricoles. Ils n'ont qu'à être productifs, comme nous, et innover. De cette manière, ils pourront exporter moins cher leurs lapins et leurs moutons. Je vous signale par ailleurs, monsieur le conseiller plénipotentiaire, que l'État breton est aussi une puissance agricole. Et pourtant, nous parvenons à écouler à des prix compétitifs nos porcs, nos fruits et nos légumes. Et nous respectons scrupuleusement la loi fédérale qui impose l'agriculture biologique et interdit l'agriculture industrielle ou transgénique. Si un porc breton est 50% moins cher qu'un porc tchèque, c'est parce que nous sommes mieux organisés. Notre voisin méridional, l'État libre de Vendée-Poitou-Charentes, lui aussi maritime et agricole comme nous, procède de même avec son beurre et ses alcools de vigne.
Les États de l'arc atlantique respectent également les directives fédérales concernant la prohibition des filets maillants et dérivants pour préserver leurs réserves halieutiques. Je suggère, pour régler ce problème, que la délégation financière fédérale de Francfort subventionne les productions agricoles des États plaignants. Je suis certaine que ces derniers accepteront cette solution. Madame, c'est impossible. Dans ce cas, nous devrions subventionner aussi la production agricole de ces 125 États autonomes de la Fédération pour ne pas créer de jaloux. C'est financièrement irréaliste et c'est contraire au principe de responsabilité économique des États. N'oublions pas que le budget fédéral finance déjà intégralement l'élevage des chevaux de trait et le programme spatial des centrales nucléaires en orbite basse, ainsi que la base minière du cirque Hipparque sur la Lune. Une réalisation spatiale, je vous le rappelle, qui fut initiée par votre État, la Bretagne, en association avec les républiques de Flandre, de Bavière, de Moscovie et d'autres. Vous êtes autonome, vous ne pouvez pas tout attendre de la fédération, et il me semble que l'État breton prend souvent des libertés avec les conventions fédérales. Comment ça, monsieur le conseiller? Par exemple, comment se fait-il que la langue bretonne soit si mal enseignée en Bretagne? Vous contrevenez aux dispositions de la circulaire R667 de la Commission linguistique. Chaque nation de la fédération doit enseigner sa langue ethnique sur son territoire. Vous êtes en retard sur tous les autres États bilingues. Prenez garde, car j'ai entendu dire qu'il se préparait des sanctions. Par exemple, le refus de la subvention que vous avez demandée pour la station d'écoute spatiale des Monts d'Arrée. Le texte de la conversation enregistrée s'inscrivait sur l'écran et était aussitôt reçu et traduit sur l'imprimante de Schneider à Saint-Pétersbourg. Partout, les langues régionales et les patois renaissaient des communautés néo-traditionnelles rurales aux élites urbaines. Même l'Île-de-France essayait de reconstituer ses dialectes, y compris l'argot parisien, repris dans les jurandes et autres corporations artisanales. Ce débat était vraiment stupide, pensa Dimitri. Avec les puces somniques, implantées provisoirement dans l'oreille interne et reliées par radio à un robot apprentisseur, un individu d'intelligence moyenne pouvait pendant son sommeil apprendre une des langues de la Fédération en 200 nuits, un peu plus de 6 mois. Pour une langue, le prix était de 230 € environ. Dimitri, lui, du fait de ses fonctions, avait appris 14 langues. Le débat, précision, s'était déroulé en français. Suivaient d'autres enregistrements et celui de l'accord final. Tard dans la nuit, après les débats houleux, les représentants de l'arc atlantique avaient accepté la proposition du Sibérien. Il expliqua à Schneider. Sous réserve de votre confirmation, j'ai proposé que les autorités fédérales, dans le cas de l'éventuel plan d'aide alimentaire à l'Amérique du Nord, qui revêt pour nous une importance géopolitique centrale, achètent aux régions-États autonomes agricoles plaignantes d'importantes quantités de céréales, de viande et de lait afin de les exporter vers les États d'Amérique du Nord en proie à la disette. En échange de ce don, la Fédération pourrait exiger de ces États leur mise sous protectorat. Puisque votre Excellence est férue d'histoire, elle comprendra qu'il s'agit d'une sorte de plan Marshall à l'envers. D'autre part, cette solution règle l'ennuyeux litige avec l'État de l'arc atlantique et les autres. 1 heure plus tard, la réponse de Schneider s'inscrivit, laconique, sur l'écran. Rapport reçu, solution brillante, proposition acceptée. Prévenez le ministre de la Défense. Contrairement aux pratiques catastrophiques de l'Ancien Monde, et en accord avec le slogan numéro 65 du constructivisme vitaliste, comme l'aigle en maraude, la politique décide vite, car tout est urgence. Les instances fédérales réagissaient rapidement et prenaient des décisions tranchées et rapides, sans laisser pourrir les problèmes, ni se perdre dans le labyrinthe des concertations, consultations et commissions. Dimitri était content de lui, il avait bien travaillé. Il espérait que, cette fois, Schneider le ferait monter en grade et en solde, en le nommant légat plénipotentiaire, ce qui lui permettrait de siéger au tribunal suprême des litiges inter-États qui tranchaient sur les questions graves. Une nouvelle étoile, une 5e, s'ajouterait à ses épaulettes ornées du signe de son corps. Une balance d'argent sur fond noir, surmontée d'un aigle bicéphale. Arrêt à Petropavlovsk, la capitale du Kamtchatka. La ville et son port scintillaient de feu, et au loin, on distinguait sous la clarté lunaire la chaîne montagneuse des Ispetsas, d'où partait vers le ciel étoilé un faisceau de lumière verdâtre, la LPHE, ligne photonique à haute énergie qui reliait la Terre à la base lunaire Cortez dans le cirque Hipparque. La ligne transmettait une puissance d'1 million de mégawatts. Elle transportait vers la Terre l'énergie produite par les fours solaires de la Lune. Le dirigeable s'amarra au mât en tanguant. Les hélices continuaient de tourner au ralenti, ronronnant doucement. Une dizaine de passagers s'installa. Dimitri reconnut, à leur uniforme gris-vert, orné de l'insigne à la roue dentée des officiers de la Légion des ingénieurs.
Parmi eux, un homme de haute stature décoré de l'ordre du Soleil de pierre, qui fit un signe de la main à Dimitri, le général ingénieur Jean-Maxime Thiémon, qui avait mis au point le fer de lance de la cavalerie cuirassée de la Fédération, le char Tyrannosaure. L'arrêt ne dura pas plus de 10 minutes. Après le décollage, un steward servit un léger repas, espadon fumé de la communauté des pêcheurs des îles du Commandeur, steak de reine des chasseurs des tribus de Sredkolimsk, et, curieusement, un camembert pur bio de Normandie. Il avait voyagé celui-là, et ça se sentait. Un bip. L'ordinateur voulait s'exprimer. Il tapa I8. Elle avait encore changé de tenue. Elle était en tutu et esquissait un pas de danse, indécente et provocante. Maître, Son Excellence le Commodore Comte Schneider a bien reçu vos conclusions suite au litige de Brest. Il les approuve. Je sais. Quoi d'autre, belle danseuse? Le haut tribunal, par l'intermédiaire du juge Kortchak, chargé des relations avec les régions-États autonomes qui ont obtenu leur indépendance, veut d'urgence votre avis sur l'affaire Corse. Il me demande si vous suggérez le rachat ou le débarquement. La Corse avait obtenu l'indépendance totale en 2059. Elle l'avait obtenue après référendum, conformément à la Constitution fédérale. Mal lui en avait pris, elle était aujourd'hui une colonie du sultanat de Tripoli, un régime obscurantiste et brutal où régnait misère et répression. Maintenant, un mouvement de résistance baptisé Corsa Libre suppliait le retour de l'île au sein de la fédération. Dimitri avait, 2 mois auparavant, dans un restaurant chic de Milan, parlé de cette question à son ami Luigi Sutti, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération, ancien président du Parlement de la République de Padanie. Il avait fait remarquer à l'élégant Milanais, d'après nos services de renseignement, beaucoup de Corses veulent le rattachement pur et simple de leur île à la Provence. Pour des raisons géostratégiques, la Corse, au cœur de la Méditerranée, ne peut plus rester une possession musulmane. On fait comment, à ton avis? Par un débarquement et une guerre? Avait demandé ironiquement Luigi Sutti. On y arrivera sans mal, mais ça fera beaucoup de morts inutiles, et ça nous coûtera moins cher que de les racheter. Le sultan de Tripoli ne demande, à mon avis, qu'à se défausser de la Corse. Et il a besoin d'argent. Il est en guérilla permanente avec le bey de Tunis et la République islamique d'Égypte. Dimitri se souvenait de cette conversation. Il avait étudié le dossier. Il tapa sur le clavier. « Dites à Kortchak que mon conseil est le suivant. Nous proposons au sultan de Tripoli de racheter la Corse pour 1 milliard d'euros sesterces. À mon avis, il acceptera. Mais pas question de rattacher la Corse à la Provence. Nous négocierons le retour en douceur des occupants en Afrique du Nord. Pas question non plus d'un affrontement armé avec le sultanat de Tripoli, qui doit devenir un de nos protégés et un de nos alliés dans la région. » Il se sentit l'âme d'un nouveau Choiseul. Le steward débarrassa les tablettes. Il tituba légèrement à cause du vent qui secouait la nacelle. Le dirigeable, qui survolait maintenant le Pacifique Nord, était apparemment pris dans une tempête. Depuis l'effet de serre et les catastrophes écologiques, les cyclones devenaient de plus en plus fréquents. Par le hublot, il vit les hélices comme des animaux affolés qui tournaient en tous sens pour compenser les effets des rafales. Comme toujours dans ces cas-là, pour rassurer les passagers, on passait de la musique. Les haut-parleurs diffusèrent en sourdine le tube du groupe slovène Electroc, en français, le vent souffle en rafale. Coupé par le hurlement de la tempête et le tonnerre des moteurs qui luttaient pour stabiliser le dirigeable, il reconnut des bribes de paroles chantées par Arnaud Magister. Le vent souffle en rafale, emportant nos refrains. Le vent souffle en rafale, emportant nos destins. Froid est notre domaine. Le givre fait briller l'acier bleu des épées. L'albatros se coucha sur le flanc. Une valise tomba d'un filet. Une femme se mit à hurler. Dimitri pensa à Nafissa, probablement endormie dans son wagon-lit, en route pour la Chine. Le vent souffle en rafale, courbant les noirs sapins. La musique cessa d'un coup. On entendait le hurlement sauvage de 6 hélices d'aéronefs qui tentaient de redresser l'énorme dirigeable. Allait-elle y parvenir? Dimitri se mit à prier. Il se remémora la pub de la firme Typhoon qui fabriquait les albatros. Nos engins sont toujours les plus forts. Rassurant. Et puis, ce fut le grand calme. La tempête avait cessé brutalement. Le dirigeable avait redressé. Une hôtesse, en souriant, réconfortait les passagers et distribuait des verres de vodka. Dimitri se remit au travail sans passer cette fois par Vega, conformément aux ordres de Schneider. Il devait informer le ministre de la Défense de sa solution proposée à Brest concernant l'achat de produits agricoles pour l'aide alimentaire à l'Amérique du Nord. À l'écran, il se mit à lire le texte d'un rapport de la Légation générale à l'information planétaire, service de renseignement, de Berlin, sur la situation de l'Amérique du Nord, qui ne s'était jamais redressée de la grande catastrophe et s'était démantelé en plusieurs États, dont certains, au centre, étaient totalement revenus au Moyen-Âge, sans aucune trace d'économie industrielle ou technique. Il consulta une carte de la région,
4 États organisés subsistaient. L'État du Pacifique, qui était en fait un protectorat sino-japonais avec garnison militaire asiatique, l'État de la Vieille Amérique, OAS, Old American State, le plus évolué de tous, qui englobait la région des Grands Lacs, le sud du Québec, l'ancien Ontario et la Nouvelle-Angleterre. Ces 2 États vivotaient avec 9% de la population environ qui participait à un monde de vie technique. La Confédération du Sud, entièrement agricole, capitale Atlanta, qui essayait de reconstituer vaille que vaille le mode de vie sudiste et avait retrouvé le niveau de vie du XVIIIe siècle, et Dreamland, capitale Nouvelle-Orléans, un vaste État agricole où s'était regroupée la majorité de la communauté noire au cours du grand exode intérieur de 2024 et dont 50% de la population était composée de latinos. Cet État était en proie à des affrontements ethniques incessants. Il était, de fait, placé sous le protectorat musclé du Mexique voisin qui avait par ailleurs purement et simplement annexé l'ancien Nouveau-Mexique et le sud de la Californie en 2031. Le reste de l'Amérique du Nord était toujours plongé dans le chaos. Communautés et tribus se menaient des guerres incessantes. Les famines se succédaient sur fond de ruines des villes et des anciennes infrastructures. Or, était parvenue au gouvernorat impérial une supplique de l'État de la Vieille Amérique et de la Confédération sudiste. Il demandait une aide alimentaire d'urgence, car les modifications climatiques rendaient les conditions d'exploitation agricole, surtout avec le retour aux méthodes pré-industrielles, extrêmement difficiles. Fallait-il leur fournir les millions de tonnes de blé, de lait, de têtes de bétail qu'ils voulaient? Certes, avec le réchauffement, la fertilité accrue de l'Ukraine et du sud sibérien laissait d'importants surplus agricoles, même avec les procédés de culture écologique. Mais au nom de quoi aider ces Américains? La supplique se terminait par cet argument, au nom de notre appartenance à la même civilisation. Dimitri s'était souvenu que certains, au gouvernorat impérial, étaient favorables à l'aide alimentaire pour des raisons géopolitiques. L'amiral Almagro, baron de l'Empire, duc d'Estramadure, ministre de la Défense, avait déclaré « Les puissances asiatiques contrôlent toute la côte pacifique. Leur ambition est de s'enfoncer dans les terres vers l'Est et à terme dominer l'Amérique du Nord jusqu'à l'Atlantique. Notre intérêt ne serait-il pas d'établir notre protectorat sur l'État de la Vieille Amérique et la Confédération sudiste pour freiner cette expansion? Répondre favorablement à cette demande d'aide alimentaire constituerait un bon moyen d'étendre notre influence sur cette région, d'autant plus que ces 2 États sont peuplés quasi exclusivement depuis le milieu du siècle de populations d'origine euro-caucasienne. Ils totalisent à eux deux 18 millions d'habitants. Dimitri resta pensif, soit 5 fois moins que la fin du siècle dernier. Il entreprit aussitôt de faxer un texte au cabinet de l'amiral Almagro. Il le tapa directement sur le clavier, se méfiant de la dictée du micro à cause des oreilles indiscrètes. Il songeait à son plan de carrière, la brillante solution qu'il avait trouvée suite au litige entre les États de l'arc atlantique et les autres allait plaire au ministre de la Défense. Il commença son texte par le rituel « Votre Excellence », expliqua l'objet de la mission à Brest du Haut Tribunal, puis conclut « Les 2 parties, les États de l'arc atlantique et les États agricoles susnommés, sont tombés d'accord sur ma suggestion de conciliation. Les instances fédérales achètent aux États agricoles plaignants une partie de leur production et l'envoient outre-Atlantique dans le cadre de l'aide alimentaire. Ainsi, les dépenses occasionnées ne seront pas à proprement parler des subventions gratuites, mais serviront nos desseins de politique étrangère selon les vues de votre Excellence. » Il faxa le tout, fier de lui, même s'il suggérait une petite entorse à la doctrine économique de l'autarcie des grands espaces. L'organisation économique du monde, en effet, n'avait plus grand-chose à voir avec l'anarchique et calamiteux mondialisme de la fin du funeste XXe siècle. La fédération euro-sibérienne pratiquait le libre-échange intérieur, mais ses frontières extérieures étaient protégées par des barrières douanières très élevées. Un régime de bananes des Antilles coûtait 90 € sesterces. Chaque grand bloc continental vivait à son rythme, en autonomie économique. Les flux financiers et spéculatifs internationaux n'existaient plus. Une voix synthétique annonça « Début du service religieux orthodoxe dans la chapelle, au premier étage de la nacelle. » Plusieurs personnes se levèrent et gagnèrent l'escalier, d'autres ricanèrent. Bientôt, malgré le ronronnement des hélices et l'insonorisation, il perçut des bribes de chants et d'incantations. Ils doivent remercier Dieu de nous avoir fait échapper de la tempête. Dimitri ne pratiquait pas. Sa femme, Olivia, si. Depuis la grande catastrophe et l'expulsion de l'islam d'Europe, il s'était produit un regain très net de la pratique religieuse. Il n'avait pas profité aux églises protestantes qui s'étaient effondrées. Le catholicisme avait bénéficié d'une reprise très moyenne, entravée par le schisme et l'absence à Rome de pape officiel.
En revanche, on avait assisté depuis la Renaissance de 2030 à une explosion de l'orthodoxie, d'un bouddhisme bizarre et de divers cultes néo-païens de toute nature, des plus superstitieux et délirants aux plus élaborés. Ces derniers s'inspiraient d'un philosophe antique, Marc Aurèle, dont l'œuvre servait de référence centrale à ce qu'on pouvait appeler le paganisme philosophique. Cette tendance avait opéré un syncrétisme des traditions helléniques, scandinaves, germaniques, slaves ou romaines et entretenait de nombreux contacts avec l'hindouisme. Dimitri, lui, était à la fois agnostique et superstitieux. Il croyait en une espèce de divinité supérieure, indifférente aux humains, supérieurement intelligente, non pas toute puissante ou omnipotente, mais surpuissante, et qui pouvait se subdiviser en une myriade de forces qu'il nommait volontiers le diable. Mais il entretenait de très bonnes relations avec toutes les religions, conformément aux consignes de l'idéologie officielle, le constructivisme vitaliste. Un grondement dans le ciel, il se pencha vers le hublot. Malgré l'obscurité, il distingua une masse grisâtre, oblongue et enflée, beaucoup plus grosse que l'Albatros, à 200 mètres d'eux, légèrement en surplomb. Un autre dirigeable croisait leur route. C'était un cargo, un engin récent, très lent, 200 km/h, un orque octomoteur. Dimitri remarqua l'énorme nacelle suspendue qui contenait le fret et la cabine de pilotage. Il reconnut sur la robe noirâtre de l'engin l'emblème du cheval cabré noir sur fond jaune, Ferrari. Depuis la disparition de Boeing, 4 firmes géantes se disputaient le marché aérospatial planétaire. Ferrari, orgueil de la Padanie, Euromotor Airbus, Gesellschaft, EAG, Typhoon et Taoyuan Air Industries, le redoutable concurrent sino-japonais qui produisait ces Wangwasi, dragons volants, des dirigeables entièrement à vide, légèrement plus rapides. La Typhoon avait déclaré qu'elle allait répliquer avec des dirigeables à suspension électromagnétique, avec une vitesse de 500 km/h, mais une capacité d'emport 10 fois supérieure aux plus gros jets d'autrefois et une consommation d'énergie 10 fois moindre. Le concept d'avion ne concernait plus que les ULM de la jeunesse dorée. Les transports de fret étaient assurés par dirigeables ou par cargo maritime à propulsion semi-éolienne, semi-hydrodynamique, moins polluant et aussi rapide. Les avions militaires avaient été remplacés par des drones hypersoniques lance-missiles pilotés depuis le sol, les Squalin, ou requins volants de la Typhoon, ou par des satellites à orbite basse, porteurs de lasers de puissance. Le voisin de Dimitri, un jeune officier du corps des ingénieurs, se pencha vers lui. « Vous savez ce qu'il transporte, monsieur le conseiller ?»« Non, dites-moi, lieutenant. »« Des chimères. Il vient de l'usine biogénétique de Corte et il va livrer sa cargaison à Port-Arthur. Des chimères, autrement dit, des hybrides hommes-animaux. Un vieux rêve des civilisations antiques qui était devenu, grâce à ce qu'on appelait maintenant la génomique, une réalité. » Un brevet avait été déposé en 1998 par 2 chercheurs américains, soi-disant pour éviter que ces pratiques éthiques scandaleuses ne se poursuivent. Les chimères porc-homme, anthropora, chimensome, etc. servaient à tout. Production de sperme amélioré, banque d'organes anti-rejet, fourniture d'hémoglobine. Des quasi-animaux dopés au génome humain et bourrés de puces biotroniques de contrôle. Ils naissaient en incubateur, ces utérus amniotiques artificiels à l'usine de Corte de la Typhoon que le dirigeable survolait en ce moment même. Depuis 2050, les incubateurs et le supersperme avaient été d'un grand secours pour redresser la natalité et surtout améliorer les performances génétiques de l'élite dirigeante. La majorité de la population de la Fédération et du monde, quant à elle, en était revenue à l'archaïque équilibre régulateur des sociétés traditionnelles, à l'ordre naturel des précédents millénaires, natalité et mortalité forte. Comme disait le slogan 405 du constructivisme vitaliste, le faustisme est un ésotérisme. Au début du XXIe siècle, après la grande catastrophe, la technoscience ayant balayé les mentalités des 3 siècles précédents, les dogmes humanistes et anthropocentristes s'étaient effondrés. Malgré tout, les tenants des vieilles idées du passé avaient droit à la parole. Sur Euronet, ils bénéficiaient du réseau H d'or. Le gouvernorat fermait les yeux. Il fallait bien laisser une soupape de sécurité aux vieux nostalgiques. Il y eut un changement de régime dans le rythme des hélices. Nous allons accoster à Dorbisk, notre terminus, dans 15 minutes, dit la voix synthétique. L'engin perdait progressivement de l'altitude. Les haut-parleurs se mirent à diffuser en sourdine « Douce France », un tube d'un certain Charles Trenet, qui datait de presque 1 siècle et demi. L'hôtesse se pencha vers Dimitri. Ses gestes étaient saccadés. Elle sentait, le parfum ultramoléculaire aphrodisiaque produit par Eros Conglomérat.
il reconnut instantanément une hybride biotronique. Elle distribuait une brochure en couleur. C'était Métamorphose, le magazine officiel sur papier glacé du gouvernorat. Sur la couverture, une photo de la base martienne Christophe Colomb, installée depuis 2062. Sous un ciel sale, gris-orangé, se dressaient des structures gonflables ou semi-enfouies et se tenaient des hommes en scaphandre blanc, assis dans des petits véhicules aux grosses roues, avec ce titre « Sur Mars, nous multiplions par 10 notre territoire ». L'article expliquait quand même qu'un projet d'accord avec l'Empire de Chine prévoyait que la Fédération acceptait de se partager le sol de la planète rouge avec les Chinois et les Japonais selon une frontière équatoriale, l'hémisphère nord à l'Eurosibérie, l'hémisphère sud au sino-japonais. Sur le pôle sud, les concurrents asiatiques avaient aussi implanté une base. Il parcourut le sommaire du magazine. Le royaume de Naples offre aux communautés rurales des chevaux de trait ultra résistants à faible consommation calorique. Le gouvernorat impérial signe un traité avec l'Union amérindienne pour le reboisement de l'Amazonie, construction achevée par la cité pénitentiaire rééducative du Caucase, etc. Le ministre plénipotentiaire feuilletait les pages. Entre chaque article s'égrenaient des slogans officiels coupés d'illustrations technoréalistes. Par exemple, « Fédération, sur nos 14 fuseaux horaires, le soleil ne se couche jamais. La grande patrie n'est pas seulement un héritage, mais un projet. » Et ainsi de suite. Dans une page intérieure plastifiée, il trouva un microdisque laser publicitaire. Nos hymnes, ceux des cosmonautes, des marins, des laboureurs, des bûcherons, des femmes libérées, etc. Ça plairait à son fils aîné, qui voulait devenir musicien. En contrebas, il aperçut sa ville, d'Orbisk, coincée entre les collines enneigées qui luisaient sous la lune déclinante et les eaux scintillantes du détroit de Bering. L'appareil s'immobilisa. Tout le monde descendit par les ascenseurs. Au-dessus de la tour de contrôle et d'amarrage éclairée par des projecteurs, le grand drapeau impérial à damier de gueules et d'argent flottait dans la nuit, fouetté par un vent glacé. Dimitri se retrouva dans la salle des pas perdus. La puce radiotopographique à ondes courtes implantée dans sa montre l'informa qu'Olivia l'attendait Hall 2. Grâce aux impulsions électrobiologiques qu'elle émettait sur son poignet, il mit moins de 2 minutes à la retrouver. « Tu as passé une bonne journée, Dimitri Leonidovitch ?»« Une excellente journée, Olivia Fyodorovna. » Les enfants vont bien? Ils sont déjà couchés. Tu les verras demain. Il la serra contre lui. Je t'ai amené une pelisse. Tu dois avoir froid après ce séjour dans les contrées chaudes de l'Empire. Elle lui jeta alors sur les épaules un énorme manteau en peau de loup. Le traîneau était là. Le cocher prit les rênes du cheval. Les patins crissaient sur la couche de neige. Leur maison était à 10 minutes à peine de l'aéroport des dirigeables. Dans la pièce principale, un grand feu de tourbe l'attendait, dispersant une chaleur bienfaisante, odoriférante, sucrée. Natcha, la jeune domestique, lui servit devant la cheminée un assortiment de petits morceaux de poisson cru, marinés dans une sauce acide d'ortie sauvage, un vieux plat traditionnel sibérien. Olivia le regardait manger de ses grands yeux bleus interrogateurs et peu inquiets. « Tu as réussi ta mission ? » ?»« Oui. »« Nous allons rester 15 jours ensemble pour tes vacances ? » ?»« Oui. »« Tu as vu, Dimitri ? Le jour se lève. » À travers les croisées en bois de la fenêtre, le ciel s'illuminait vers l'est au-dessus du détroit. Au loin, on distinguait les montagnes enneigées de l'Alaska, perdues dans la brume matinale. Dans le ciel violacé, un grondement musical et un panache de fumée qui filait à toute allure, une Squaline 27, orgueil aéronautique de la firme. Typhoon traversait le ciel glacé, Mach 7, à 25 000 mètres. Les rondes stratosphériques des requins volants protégeaient les frontières de l'Empire. Il défit son sac et offrit à Olivia le bijou rapporté de Bretagne pour leurs 10 ans de mariage. Allez, viens dormir maintenant. En face du lit était accrochée une toile du peintre français du XXe siècle, Olivier Carré. Une petite toile, à l'huile, grise et verte, dénommée « Fin », au cadre en acier, construit par l'artiste. Elle représentait un monstre, le grand Albert. Les yeux semblaient rouges et menaçants, bien qu'il n'y eût pas de rouge dans la composition. Elle était datée de 1982. Son demi-rêve commença par des éclats de rire d'enfant, qui venait de la chambre du haut. Le soleil sibérien, de son éclat calcaire, réveillait toujours tôt les enfants. La dernière image que vit Dimitri Leoninovitch Oblomov, en plongeant dans le sommeil, fut l'immense étendard à damier rouge et blanc, symbole vivant de la grande patrie, rouge comme le sang versé ou le sang reçu, blanc comme l'éclat du soleil levant, comme la force et la fidélité pure. Toutes les informations scientifiques contenues dans cette nouvelle sont rigoureuses, ne relèvent pas de l'imagination littéraire. Les innovations décrites ont fait l'objet de brevets déposés à la fin du XXe siècle et furent sans doute développées plus tard, dans les temps archéofuturistes, mais dans une perspective bien différente.